Alors, aujourd'hui sur Excellence, on reçoit un homme rare, ingénieur, chercheur, consultant, mais surtout doté d'une intelligence hors du commun. Celui qui pense que tous les riches, c'est des voleurs, il ne peut pas être riche. Il y a des gens, dès qu'ils passent devant une belle maison, ah, un autre voleur. Et ils risquent de faire leur vie sans avoir une belle maison. Les gens qui sont dans le chaos financier, ce n'est pas forcément des gens qui n'ont rien dans la poche, mais c'est des gens qui ont une relation très tumultueuse avec l'argent. Le docteur Maman Oumarou, c'est un parcours entre science, foi et leadership. On va parler de réussite, de techniques de négociation, de prise de décision et surtout d'argent. Les gens qui adorent l'argent, ils vont être beaucoup plus riches que les autres. Mais à quel prix? Je me rappelle quand j'ai été recruté, on m'a dit « Tu connais Messi ?» Je dis « Bien sûr ». Ce n'était pas mon plus grand fan à l'époque. Oui. Je ne vais pas dire c'était lequel. On dit bah, « Écoute, le modèle de chaussures qu'il porte, tu vas travailler sur comment améliorer la rigidité mécanique de la semelle. » Ça, c'est un épisode à ne absolument pas rater. Mais avant de commencer, si vous aimez le contenu que nous produisons, vous pouvez gratuitement nous soutenir en vérifiant si vous êtes abonné à la chaîne. Sans plus tarder, je m'appelle Hamid Bizo et bienvenue sur Excellence. Docteur Maman, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, vous avez obtenu un bac E, puis vous avez rejoint l'EMIC. Ma question qui vient naturellement, c'est vous avez toujours été attiré par le domaine scientifique, technique? Jamais la médecine peut-être ou le domaine littéraire ne vous a intéressé? Non, ça a toujours été le domaine technique. Ah oui. Oui, toujours. Parce que quand j'étais jeune, il y avait quelqu'un dans mon quartier qui faisait le lycée technique. Elle me disait qu'ils arrivaient eux-mêmes à construire des vis, à fabriquer leurs vis, des écrous, des pièces. Donc des ingénieurs, oui, déjà au lycée. Okay. Et ça m'est resté dans la tête. Je me dis, waouh, il faut que j'y aille. C'est-à-dire que je vois que moi-même, je peux fabriquer la vis, les écrous, les pièces, les assembler, les monter. Donc ça, c'était ce qui m'a beaucoup intéressé et qui fait que la médecine, pas trop. Je sais que certains ne seront pas contents peut-être ici même, mais c'était le domaine technique, oui. Ah oui. À aucun moment, les parents n'ont eu une certaine influence sur votre choix? Pas du tout. Ok. Pas du tout. Ok. Vous savez, ça, c'est un problème que j'ai tendance à remarquer dans notre société. Enfin, nos petits frères, ils ont du mal. Même moi, en fait, certains de mes amis ont eu du mal après leur bac. Vous allez voir que certains viennent, mais ils ne savent pas quoi faire. Ils finissent le bac, mais finalement, ils sont perdus. Pour la plupart, en fait, on les oriente et c'est bien. Mais pour les jeunes, par exemple, qui arrivent jusqu'au bac et qui n'arrivent pas à trouver naturellement leur domaine, qu'est-ce que vous avez à leur dire? De faire ce qui les passionne, ce qui leur plaît. Il y a toujours, on va dire, quelque chose qui fait qu'on s'accroche à une motivation, un élément motivationnel. Moi, ça a été, comme je le dis, des discussions d'amis qui connaissent des gens qui ont fait le lycée technique. Des fois, ça peut être juste un voisin du quartier. On va vous dire, il a fait telle chose et ça reste dans la tête. Donc, je pense que quand on suit ce qui nous plaît ou ce qui nous attire, sans savoir forcément si c'est ce qu'on va faire, ce n'est pas ça le problème. Parce que la preuve, je pense qu'on va y revenir. Là, je ne fais rien du tout qui est en lien avec la technique. Mais à chaque instant de la vie, on a un élément motivationnel qui nous sert de boussole, comme une sorte d'étoile polaire. Il faut juste la suivre, à mon avis. Et puis, bon, il y aura un moment où on trouvera la bonne voie, la bonne direction. Donc, mais après l'EMIC, vous avez continué vos études supérieures que 2 années après. Oui. Alors, entre les 2 ans là, qu'est-ce qui s'est passé? Entre les 2 ans, j'avais fait une pause sans décider d'en faire une. C'est-à-dire que pendant 2 ans, ce qui me plaisait beaucoup, c'était le côté spirituel, la spiritualité. Oui. Comprendre un peu des principes de l'islam en l'occurrence, mais surtout les partager avec les gens. Donc j'ai passé 2 ans à sillonner, on va dire, de quartier à quartier pour partager la compréhension que j'avais sur certaines thématiques, notamment la prière, mais surtout le destin. Donc j'ai beaucoup, on va dire, investi le temps pour comprendre le destin, etc. Donc les 2 ans, si tu veux, je me suis rendu compte que ça fait 2 ans. Je ne les ai même pas vus passer, tellement que j'étais passionné, oui. Je me rappelle encore des gens qui s'inquiétaient plus ou moins, disant, voilà, il a une licence, au lieu d'aller chercher du travail, il passe son temps. Justement. Tout à fait, mais moi, ça ne me faisait rien du tout. Je ne voyais pas que je perdais du temps, je ne voyais pas qu'il y a quelque chose qui m'échappait. C'est les autres qui pensaient que je perdais, entre guillemets, ma vie. Mais bon, voilà, ça, c'était leurs avis. Je m'en foutais absolument.
Et puis, le moment est venu où, de soi-même, les opportunités commençaient à venir. C'est comme s'il y a un moment où on me toque à la porte après les 2 ans. Et c'est ce qui fait que j'ai, entre guillemets, renfermé cette parenthèse pour continuer dans d'autres voies. Oui, et après ces 2 années d'intense spiritualité, si on peut appeler ça ainsi, vous avez fait un choix surprenant. Oui. La science. Vous avez... vous êtes parti en France. Oui. Alors, je ne comprends pas. C'était un concours? Qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi avoir choisi la France? Pourquoi ne pas continuer ici? Il y avait beaucoup de choses qui rentraient en jeu. Il y avait une sorte de sentiment prémonitoire. Je me rappelle encore une fois quand j'étais au lycée, en première, lycée technique de Maradi. C'était surtout en première. J'avais ce sentiment qu'un jour, je poursuivrais mes études en France. Il n'y avait rien qui le prédestinait pourtant. Je n'avais pas de parents qui ont fait ça, ni rien du tout. Et je vous garantis, il m'arrivait de rêver d'un gros truc sous forme de serpentin qui sortait du sol, de la terre. Et je n'arrivais pas à savoir ce que cela voulait dire. Okay. Comme un véhicule, un énorme véhicule, mais comme un... Vous avez compris de quoi il s'agissait? Oui. C'était le métro. Je n'avais jamais vu le métro. Je n'avais jamais entendu parler, mais j'y rêvais quand j'étais en première. C'est-à-dire, j'avais quelques éléments d'un puzzle dont je n'avais aucune idée de ce que cela voulait dire. Je faisais mes rêves, je me réveillais, je disais rien, je continuais. Et c'est quand j'étais arrivé effectivement en France, une fois on était dans le métro, il sort du truc, là je me dis waouh, et ça m'est revenu. Donc, est-ce que ces signes prémonitoires m'ont plus ou moins guidé sans que je n'en sois au courant? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le choix de la France, il s'était imposé surtout aussi de l'autre côté par le fait de pouvoir continuer dans la même langue d'études. Puisqu'à l'époque, c'était dans les années 2000, où il y avait une sorte de ferveur pour partir aux États-Unis. États-Unis, Allemagne, surtout les jeunes. Ouais. Moi, je me rappelle à l'époque, j'ai au moins une bonne dizaine d'amis ou des gens du quartier qui sont partis. Et je me suis dit, bon, avec la France, je continue dans la même langue, donc ça me permet de ne pas avoir à refaire, etc., le bain linguistique. Donc, il y a tous ces éléments. Aujourd'hui, avec le recul, je ne saurais pas dire quel est l'élément d'ordre 1 qui a fait que je suis parti dans ça. Mais en tout cas, comme je le disais, j'avais quelques éléments qui me guidaient, mais sans que je m'en rendais compte. Alors, là, par exemple, si vous me laissez, je penserais à 2 choses. Il y a ceux qui croient à la loi de l'attraction. Oui. C'est-à-dire, tu manifestes ce que tu auras dans le futur, et il y a le destin à côté. Pour vous, c'était lequel? Déjà, moi, je crois aux 2. OK. Les deux peuvent cohabiter et les 2 coexistent, à mon avis. Et je pense, en ce moment, peut-être que c'était la somme des 2. Okay. Ah ouais, peut-être que c'était la somme des 2. En première, je me disais, un jour, je vais continuer là-bas. Je faisais des rêves. Et il y a peut-être aussi le destin. Et quand j'ai fini, bon, voilà, j'ai postulé à plusieurs universités en France. Toutes les universités m'ont accepté, il y en avait 3. Donc, j'avais l'embarras du choix. Donc, je pense qu'il y a les 2. La loi d'attraction, cette envie de continuer les études dans un domaine, dans un cadre, pardon, on va dire, beaucoup plus avancé que ce qu'on a, en tout cas que ce qu'on avait au Niger. Je pense que c'est encore le cas. Le système éducatif là-bas n'est pas pareil. Donc, j'avais cette envie toujours d'être dans l'excellence, pour faire un clin d'œil à l'émission. Et donc, le choix de la France était plus ou moins évident. Mais c'était comment les études en France? Ah, là, c'est un chapitre que je n'oublierai jamais. Waouh! Vous savez qu'il m'arrivait de me réveiller à 4 heures du matin ou 3 heures parce que j'étais pressé. Ah oui, que l'heure de la fac soit. Wow. Oui. Parce que j'adorais voir un enseignant J'adorais voir l'effet waouh quand quelqu'un m'enseigne. Donc, sans jeter la pierre sur le système éducatif que j'avais laissé, je me rappelle lorsqu'on était avant de partir, il y a des enseignants qui avaient du mal, c'est-à-dire même les étudiants arrivaient à les challenger un peu. Et je viens dans un environnement où l'une des matières que nous faisons, le logiciel qu'on utilise, c'est l'enseignant même qui l'a créé, qui enseigne le cours. Oui. Wow. Donc le monsieur, il a fait un logiciel qui est utilisé même par, je ne sais pas, des domaines très pointus de la science. Et c'est lui que tu as devant toi, qui t'enseigne
Donc, c'était impressionnant. Je ne voyais pas le temps passer quand j'étais à l'université. Je te dis, je me réveillais la nuit. Ah, non, il n'est pas encore 7 heures, je me recouchais. Tellement que j'avais envie. Donc, les études s'étaient très bien passées. J'ai adoré cette parenthèse. Donc, je pense que ça a participé à me façonner dans ma manière de voir les choses. J'ai quelques amis qui poursuivent leurs études en France. Et pour la majorité, en fait, ils font ce qu'on appelle les student jobs. En fait, tu es en même temps étudiant et tu travailles. Est-ce que vous avez eu à faire ce genre de boulot? Ah oui, oui. Mon premier job était agent de sécurité. Puisque je faisais beaucoup de taekwondo que j'adorais. Ah oui. Et dès que, bon, voilà, c'était les vacances, qu'est-ce qu'il faut faire? Je me suis dit, allez, moi j'aime bien tout ce qui est ordre, etc. Et je me rappelle, c'est avec ça que d'ailleurs j'ai acheté mon premier ordinateur, que j'ai gardé pendant près de 15 ans. Parce qu'avant, les appareils duraient longtemps. Et pour moi, il avait un cachet particulier, le fait de savoir que c'était, voilà, j'ai dû... Vous avez charbonné pour ça? Ah oui, oui. Alors que, par exemple, dans nos pays, c'est rare de voir des étudiants, ça existe, des étudiants qui se battent, qui font des boulots juste pour s'en sortir. Quand je me rappelle que, bon, comparaison n'est pas raison, et je suis très loin à des années-lumière de ce monsieur, quand je me rappelle que Chirac travaillait comme serveur aux États-Unis quand il était étudiant, toutes ces grandes personnes, quand on vous dit les jobs qu'ils ont faits, mais après, ils savaient ce qu'ils voulaient. C'était juste un tremplin pour apprendre, comprendre et puis grandir. Mais nous, aujourd'hui, avant même de grandir, on se prend grand. Donc, impossible de trouver le chemin de la grandeur. Je ne dirais pas que je l'ai fait pour X raisons. Non, non, c'était vraiment... Peut-être pour subsister à l'époque. Voilà, c'était surtout ça. Parce que vous n'aviez pas eu une bourse, c'est ça? Tout à fait. Donc, vous payez vos propres études? Exactement. Waouh. Il y avait ça. En tout cas, au début, il n'y avait pas la bourse. C'est après que j'ai intégré l'école des mines de Paris, cette fois-ci avec une bourse. Mais quand on est parti, au départ, tu fais ce qu'on appelle job d'étudiant, ce que tu disais. Tu le faisais surtout parce que c'est plus ou moins l'environnement. Même ce qu'on appelle les enfants des Blancs, tout le monde fait ça. Donc, pendant les vacances, je ne vois pas qui va rester dans sa chambre d'étudiant. Et puis, bon, sauf peut-être les fils à papa qui savent qu'à la fin du mois, ça va venir, le compte sera rempli. Mais en tout cas, moi, je n'avais pas ni cette chance, ni cette lecture des choses. Donc, voilà, c'était ce... Alors, bon, vous avez déjà mentionné, vous avez poursuivi votre doctorat à l'école des mines de Paris. En ce moment, vous continuez toujours les jobs d'étudiant? À l'école des mines de Paris, non. Donc, vous bossiez à 100% oui. Jusqu'à la fin? Oui. En fait, le programme, au début, j'étais rentré dans un master spécialisé qui s'appelle COMADIS, comportement des matériaux et dimensionnement des structures. Donc, tu as la bourse, tu es pris, bon, c'est pas énorme non plus, mais en tout cas, c'était un master qui coûtait cher. Je te disais 30 000 € le master, donc à peu près. Et à l'époque en plus? Oui, à l'époque. Et tu dois travailler sur le sujet de l'entreprise qui te paye le master pendant 6 mois. Et les 6 mois de stage, tu as 100% sur le sujet de l'entreprise. Donc, tu n'as pas le temps de... Wow. Non, non, tu n'as pas le temps de travailler. J'ai connu quelqu'un qui l'a fait et il a eu les plus mauvais résultats de la promotion. Bah oui, parce que c'est impossible, c'était très intense. Et vous avez réussi? Par la grâce de Dieu. Non, j'aime la modestie, mais il faut l'assumer, vous étiez intelligent quand même. Parce que travailler et étudier, moi je le vis, je fais l'expérience, c'est très difficile. Trouver le juste milieu, c'est vraiment difficile. C'est vrai. Mais vous le faisiez. C'était comment? C'était de la concentration à fond ou bien vous aviez une méthode? Peut-être les deux. Peut-être les deux. Et avec le recul, chaque fois ce que je dis aux gens, si on avait les mêmes occasions que les autres qui ne travaillaient pas, par exemple, voilà, les Français, etc., ça allait être autre chose. Mais je pense que c'est aussi de l'adaptation. On s'adapte. On sait ce qui nous a amenés dans ce pays. On sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, quel que soit ce qu'on fait, travail, études, même s'il y a d'autres choses, on savait qu'il y avait un seul objectif in fine, c'était de réussir. Donc, les autres éléments étaient plus, on va dire, des épreuves de la vie qu'il faut accepter, avec lesquelles il faut accepter de grandir. Donc, alors, racontez-nous votre expérience après les études. Après les études? Oui. Après le doctorat? Après,
Après avoir été docteur Maman, vous êtes passé où directement? J'ai eu la chance de décrocher mon premier travail avant même de soutenir ma thèse. Donc, j'étais en 3e année à l'École des Mines de Paris. Quand mon CV a été détecté, j'ai mis mon CV sur les sites d'emploi là. Et puis, j'ai été appelé. Donc, j'étais consultant, spécialiste des matériaux composites chez Arkema. Arkema, c'est le leader français de la chimie. Okay. Il fait partie des CAC 40, donc les 4 plus grandes entreprises de France. C'était une grosse chance. Et je travaillais sur des projets très passionnants. Comme lesquels? Comme je devais travailler sur une matière qui permettait d'améliorer la solidité mécanique des chaussures de foot, en l'occurrence celles que portait Messi. Je ne sais pas s'il y a des fans de Ronaldo dans la classe. Lequel de Messi? Le seul et unique Messi qu'on connaît. Léo Messi, voilà. Wow. Donc, la chaussure qu'il portait, la matière de la semelle, donc c'était Arkema qui la produisait. Et c'était vous dire. Et je me rappelle quand j'ai été recruté, on m'a dit, tu connais Messi? Je dis bien sûr. Ce n'était pas mon plus grand fan à l'époque. Oui. Je ne vais pas dire c'était lequel. Non. Mais en tout cas, on m'avait dit, tu connais Messi? J'ai dit oui. On dit, bah, écoute, le modèle de chaussure qu'il porte, tu vas travailler sur comment améliorer la rigidité mécanique de la semelle. Wow. Donc, c'était ma première mission. Ensuite, j'ai eu la chance de travailler sur d'autres produits de Adidas, Nike et aussi de Airbus. Donc, c'était des pièces d'hélicoptères. Il faut voir comment concevoir des pièces qui sont rigides mais légères. Donc, ma thèse, c'était ça, les matériaux composites. Des matériaux qui sont rigides, mais légers. Parce que dans l'aéronautique, à l'époque, quand vous arrivez à économiser 1 kilo, l'économie en termes de coût peut avoisiner 5 000 euros. Imaginez par vol, vous économisez 5 000 euros, c'est énorme. Donc, à une époque, tous les constructeurs aéronautiques étaient dans cette démarche-là. Avoir des pièces très résistantes, mais qui sont légères. Parce qu'un avion qui est trop lourd, c'est énormément de consommation. Bon, je ne me connais pas trop en aéronautique, mais peut-être ça va consommer beaucoup en carburant. Absolument. Okay. Par exemple. Donc ça, c'était ma première expérience. Ça m'a beaucoup... C'était très intense, ça m'a beaucoup plu. Et après Arkema, vous êtes passé où? Après Arkema, j'ai été débauché par Areva. Donc j'ai rejoint Areva, le nucléaire alors. Et j'étais... Des matériaux composites au nucléaire. Et c'est ce qui est bizarre. Parce que le nucléaire, lui, il s'en fout que ça soit léger. Le nucléaire, vous avez souvent des murs qui font 2 mètres d'épaisseur de béton dans le nucléaire. C'est énorme. Alors que dans l'aéronautique, on fait des petites épaisseurs, mais qui sont très rigides. Donc, faire ce grand écart, waouh! Mais là, j'avoue que ça m'a pris quand même... les premiers mois, je cravachais dur. Je me rappelle, dans le service, j'étais le dernier à descendre. Parce qu'il fallait que, pendant ma période d'essai, que je prouve que je pouvais venir du domaine des matériaux, être dans le nucléaire. Voilà. Donc, par la grâce de Dieu, ça s'est très, très bien passé. J'étais reconduit. La période d'essai, bon, voilà, c'est quoi? 3 mois, c'est ça? Donc, c'était 3 mois très intenses. Après, voilà, tout s'est très bien passé. J'avais 4 projets du cycle aval du nucléaire chez Areva, sur lesquels j'étais ingénieur de calcul, en calcul de structure. Donc, avant d'installer des équipements, c'était nous qui faisions les calculs, dire oui, ça peut tenir, allez-y. Ou bien non, ça ne tiendra pas, revoyez la copie. Ou bien est-ce qu'en cas de séisme, tout va rester en place. Donc, c'était ce genre de calcul que je faisais. OK. Donc, des matériaux composites au nucléaire. Oui. Et ensuite? Et ensuite, quelques années après, parce que j'étais un vrai itinérant, je ne restais pas plus de 3 ans sur un poste. Tout de suite, je trouvais que j'ai fait le tour. Pourtant, ce n'est peut-être pas vrai. Mais en tout cas, après, j'ai rejoint Owens Corning. Owens Corning, c'est le leader américain de la fibre de verre. Donc, fibre de verre? Oui, fibre de verre. Donc, le verre que tu vois sous forme de fibre. Donc, parce que quand c'est sous forme de fibre, tu peux mieux le manipuler. Sous forme de fibre, ça peut faire 4 à 5 fois le diamètre du chevet d'un humain. Quand tu prends le chevet d'un humain, c'est un diamètre autour de, bon, ça dépend des personnalités, c'est entre peut-être 7 et 20 microns. Donc la fibre de verre peut descendre, bon, surtout carbone. Donc on fait en tout cas du verre à l'échelle beaucoup plus petite que le cheveu.
Et après, c'est plus facile à manipuler dans le sport. C'est les mêmes qu'on utilisait chez Arkema dans les chaussures de Messi. Il faut mettre un peu des verres pour un peu augmenter la rigidité. Donc, mais c'est des verres sous forme de fibres. Je reconnais aussi qu'il y a quelque chose qui a piloté le fait que je quitte Areva. Madame venait de finir sa thèse. Et puis, le domaine dans lequel elle a fait sa thèse, c'était difficile qu'elle ait un travail là où j'étais. C'était à Cherbourg, le nord-ouest de la France. C'était un endroit où il n'y a que les trucs nucléaires. Les sous-marins nucléaires, c'est là-bas avec la DCNS, je crois. Donc, si tu fais un autre métier qui ne touche pas ces genres de métiers, tu peux avoir du mal à t'intégrer. Ça peut être difficile. Voilà. Donc, au même moment où on se posait la question, Dieu faisant bien les choses, j'ai été contacté par un cabinet de recrutement. Ah, on a vu votre CV sur LinkedIn, on a un poste, voilà, etc. C'était en quelle année? 2016, n'est-ce pas? 2016, ouais, c'est vrai. Ok, LinkedIn. Oui. Puisque j'étais resté à Chambéry pendant 9 ans, oui, 2016. Donc voilà, j'ai quitté le nucléaire. Je me suis retrouvé dans le domaine où j'ai fait mon doctorat, où j'étais plus à l'aise. Quoique dans le nucléaire aussi, j'étais à l'aise. Par la grâce de Dieu, ça se passait très bien. Non, quand tu changes de boulot, en général, c'est toujours mieux financièrement. Il y a des gens qui s'amusent à le faire, mais sincèrement, je ne changeais pas pour ça. Mais en règle générale, tu ne peux pas accepter. Ça peut arriver, mais c'est très rare, que tu acceptes un boulot où financièrement, c'est plus bas. Sauf si ton ancien boulot, ça ne se passe pas bien. Ça paye peut-être pas bien. OK. Donc, après Owens Corning, là, vous avez arrêté. Après Owens Corning, effectivement, à un moment, je me disais, hey, est-ce que c'est ce que je vais faire de ma vie? Passer, je ne sais pas, d'un projet à l'autre, d'un pays à l'autre. Et j'avais à peu près 3 ou 4 dans lesquels j'intervenais, sur lesquels au moins j'avais des projets. Chine, Russie, en Europe aussi quelques pays. Donc c'était très intéressant. Mais je commençais à me poser la question sur est-ce que c'est la mission que je suis venu accomplir dans la vie? Ou bien il y a d'autres choses qu'il fallait faire? Et plus le temps avançait, plus je n'arrivais pas à me départir de cette idée-là. Et ce qui me tenait le plus à cœur, comment je vais être utile au maximum de personnes. Parce que dans la vie, là, quoi qu'on fasse, qui qu'on soit, un jour, on va partir. Et donc, comment on peut impacter la vie des autres et se dire que, bon, même si ce n'est pas toi qui le dis, après toi qu'on dise, waouh, un tel, ça valait la peine qu'il ait vécu, oui, de l'avoir connu. Donc, ces questions me taraudaient l'esprit. Et c'est à l'époque que je m'étais rendu compte, sincèrement, que c'était pile poil quand j'avais eu mes 40 ans, mais je ne savais pas. Comme quoi, la crise de la quarantaine... ça existe vraiment? Oui. En tout cas, moi, je l'ai vécu. Parce que c'est pile poil, c'est après coup que je me dis, attends, effectivement, j'avais 40 ans. Mais peut-être il y avait aussi des choses que vous faisiez dans le passé qui peut-être vous orientaient dans ce sens où vous ne vous rendiez pas compte. Oui, oui, oui. L'envie d'aider. À Paris, rien qu'en France, j'ai participé à créer au moins une dizaine de structures associatives pour aider des jeunes défavorisés. On a amené des moulins solaires jusqu'à Difa, Maïno-Soroa, au fin fond du Niger, pour aider les femmes à avoir des activités génératrices de revenus avec des structures comme Anadev, etc. et des amis. Donc, on faisait des réfections d'école aussi dans des régions, à Douchi, etc. Donc, il y avait déjà cette fibre-là, je pense, qui n'a jamais été absente. Et puis, peut-être que oui, tout cela a contribué. Un podcast, ça demande du temps, ça demande des ressources et surtout une équipe qui croit vraiment au projet. Et cette équipe, c'est Adax. Si vous êtes entrepreneur, si vous voulez raconter votre histoire, présenter vos services ou tout simplement créer un contenu qui reflète votre vision, Adax, c'est le partenaire qu'il vous faut. On ne fait pas juste des vidéos, on vous aide à mieux communiquer et à parler directement à votre cible. Le lien est juste en description et vous avez un certain pourcentage à chaque fois que vous référez quelqu'un à Adax. Merci aussi à notre partenaire depuis le début qui nous accompagne à la production de Excellence, Sensei Studio. Plus d'informations sur Sensei dans la description. Alors, maintenant, ce que je veux comprendre, comment se fait-il, enfin, qu'est-ce que ça fait de passer d'un poste à l'international où vous gagnez peut-être des millions, je ne sais pas, à l'entrepreneuriat? Ça faisait quoi? Beaucoup se disaient, maman, ça ne va pas dans la tête. Parce que on dit que quand il faut sonder une rivière avec un pied, c'est ça?
Eh bien, moi, j'ai sauté avec les 2 pieds pour sonder. Vous avez tout abandonné? Oui. Il y a beaucoup qui font un pied ici, un pied là. C'est-à-dire, ils ne lâchent pas, ils créent d'abord pour voir. Je m'étais dit, je me connaissais, si je fais ça, les 2 vont échouer. Je préférais me lancer à 100%. Donc, ce que ça fait, c'est un gros risque. C'est après coup même que je me suis rendu compte, waouh, j'ai pris un énorme risque. Mais j'y croyais tellement que tout ce que les autres me disaient et qu'ils pensaient voir comme risque, je ne le voyais pas. Je ne le voyais absolument pas. Donc, c'est à ce moment que vous avez créé Bixit, n'est-ce pas? Voilà. C'est en ce moment que j'ai créé Bixit. Bixit au Niger et Bix? Bix en France. En France. Tout à fait. OK. Et je me suis dit, bon, voilà, je vais challenger les cabinets qui existent déjà. C'était un peu prétentieux quand même. Non, mais on veut entendre l'histoire. Voilà, je me suis dit, bon, OK, si je crée quelque chose pour être utile, il faut que ça soit quelque chose qui n'existe pas. Je vais prendre des choses que les gens pensent connaître, mais je les présente autrement. Je crée les concepts autrement, avec l'espoir que ça ait plus d'impact sur les individus. Et la question que je me suis posée, par quoi je commence? Étant scientifique tout le temps, je me suis dit, OK, je vais rentrer dans des domaines comme leadership, stratégie, management, mais je le ferai autrement, négociation. Et d'ailleurs, c'est la négociation qui a été le premier sujet sur lequel j'étais parti. Ah oui? Oui. Je me suis dit, bon, écoute, je vais développer une nouvelle technique de négociation pour aider les gens à avoir de meilleurs résultats dans leur vie, parce que tout est négociation finalement. Et sur la base de quoi? Vous avez suivi des formations? Oui. OK. Quand j'étais à l'école des mines de Paris, on a été formé par un cabinet qui était en contrat avec Harvard. Et ils nous ont appris la méthode de Harvard, ce qu'on appelle le win-win, gagnant-gagnant. Et cette méthode, ce que je me suis rendu compte, parce que je l'ai transportée avec moi dans mes différentes fonctions, que ce soit chez Arkema, que ce soit chez Areva ou chez OnScorning. Chez Areva, j'étais RO, ce qu'on appelle RO, responsable d'équipe opérationnelle, c'est-à-dire tu discutes avec les fournisseurs, donc il y a de la négociation. Mais ce dont je me suis rendu compte, malgré ces techniques, quand je suis sur le terrain, c'est ma personnalité qui pilote tout. Des fois, on oublie tout ce qu'on a appris et puis c'est ce que tu es. C'est vrai. Et je me suis dit, attends, dans toutes ces techniques-là, on les donne, mais ce n'est pas tout le monde qui peut les utiliser. Et la question que je me suis posée, est-ce que c'est possible d'avoir une méthode qui, quelle que soit ta personnalité, au moins sur la phase préparatoire, que tu sois sûr de défendre tes intérêts, tous tes intérêts. C'était c'était le challenge. Et je me suis dit, bon voilà, le scientifique que j'étais va utiliser des approches scientifiques. Et j'ai appelé la méthode we-win. C'est un clin d'œil à la... Au lieu de win-win, voilà. Maintenant c'est we-win, like voilà. all of us. Exactement. OK. Parce que dans le win-win, vous l'avez déjà entendu plusieurs fois à l'échelle des pays, un pays qui vient dire on a fait une négociation gagnant-gagnant. Quelques années plus tard, ça finit par des procès internationaux. Donc en réalité, le win-win est devenu... C'est juste pour faire genre. Voilà. Comme le dit la jeunesse. C'est pas réel. Et donc l'idée du win-win, c'est d'être sûr que nous gagnons tous les deux. Donc cette méthode, quand je l'ai commencée, d'ailleurs quand j'expliquais aux gens que je vais démissionner pour créer un cabinet, on me dit, tu vas faire quoi? Je me dis, bon, je vais commencer à développer une nouvelle méthode de négociation. Je pense qu'il y a beaucoup qui rient dans le ventre. Hein. Il y en a beaucoup qui doivent se dire, mais maman, il va se cogner contre le mur. Comment tu fais un travail stable dans lequel tout se passe bien? Et en plus, l'année où j'ai démissionné, je venais d'avoir ce qu'ils appellent outstanding. Donc, la plus grande performance individuelle de la boîte. J'ai même eu une grosse prime. Et 2 mois plus tard, je viens de déposer ma démission. Donc, personne ne comprenait. Si ça ne se passait pas bien, on pouvait comprendre. Mais tout se passait très bien. Mais c'est peut-être dû à la crise de la quarantaine aussi. Peut-être. Donc, quand je leur dis, je vais créer une nouvelle méthode, les gens ne comprenaient pas. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elle est enseignée dans cette université par mes soins. Wow. Oui. Ici au Niger? 4 en France et 3 au Niger. Wow. Donc, 2 universités et 2 écoles de commerce. Et puis 3 universités au Niger. Bon. Je pense que maintenant, c'est l'occasion, on va en profiter. Donc, la méthode We-Win, en quoi consiste-t-elle? C'est une méthode que j'ai basée sur... bon, d'abord, juste avant de répondre, tous les concepts que j'ai développés, parce qu'après, ça a beaucoup évolué. Je ne suis plus que dans la négociation, leadership, stratégie, etc. Donc, il y a plusieurs... Mais tous ces concepts sont basés sur une démarche unique.
tout ce qu'on fait, il faut savoir le mesurer et le quantifier. C'est ça, ce que j'ai appelé ergonomie de la performance. L'ergonomie de la performance, c'est la capacité à être sûr que ce que tu fais va amener vraiment de la valeur dans, dans ta vie ou dans tes activités. Oui. Donc, la méthode Wiwin, elle suit la même démarche. Elle est basée sur ce que j'ai appelé le format A4. A4. Oui. Dès qu'on dit, parce que voilà, la démarche ergonomique, c'est qu'il faut que les gens retiennent plus facilement. Okay. Si je vous donne un acronyme, vous avez plus de chances de le retenir pendant plusieurs années même que, par exemple, je vous donne juste un concept littéraire, vague et creux. Quelques jours, oui. Mais quand on vous dit le format A4, tout le monde connaît le papier A4. A4, oui. Donc, dès que tu veux te rappeler des 4 phases de la méthode quantifiée, le papier te fait revenir. Okay. Ou si je te dis, bon, comment on peut s'aimer des croyances dans son âme? Le verbe semer, c'est combien de lettres? S-E-M-E-R. Oui, 5. Donc, si je te donne les 5 éléments qui sèment des croyances, tu ne peux pas les oublier. Okay. Ou bien, etc. Bon, bref, dans tous les domaines, c'est comme ça. Les 5 ressources avec lesquelles on construit notre vie, le TOM, T-H-O-M-E, etc. Donc, voilà comment j'ai conçu les concepts. La méthode quantifiée, c'est le format A4. Okay. Avec ce que j'appelais les 7 P. Donc, il y a 7 outils sur lesquels travailler sur chaque phase. Donc, les A4, c'est les 4 en amont même de la négociation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Okay. Il y a la phase juste avant de rentrer. Vous allez rentrer tout à l'heure chez la personne. Ensuite, il y a la phase de l'action, quand vous êtes en train de discuter, et l'après. Donc, c'est des concepts qui sont finalement intuitifs, très simples, mais que vous allez retenir et sur lesquels vous allez améliorer vos résultats dans les négociations. Okay. Donc, pour mieux négocier, selon vous, il y a 4 étapes. Oui. Les A4. Oui. OK. Oui. Et vous avez parlé aussi des 7 P. 7 P. Donc, par exemple, dans la phase amont, il y a la préparation qui tient sur 3 outils. OK. La préparation et le positionnement. Donc, préparation. Et positionnement. Maintenant, dans la phase juste avant de rentrer, c'est votre personnalité qui va jouer et votre pouvoir, le pouvoir personnel. D'accord? Il y a 5 types de pouvoirs qu'un être humain peut avoir. Donc, parmi lesquels il y en a un qui est le pouvoir personnel. Je vais revenir là aussi, c'est un acronyme. Je risque de vous gaver d'acronymes aujourd'hui, si vous me posez trop de questions. Donc, c'est ce que j'ai appelé la prise du pouvoir. Donc, selon vous, l'acronyme, il est où quand on dit la prise du pouvoir? PP? Non, dans cette phrase-là, la prise du pouvoir, l'acronyme, il est à quel niveau? À quel mot? Au niveau du mot prise. Oh oui. Et c'est les 5 types de pouvoir qu'un être humain peut avoir. Le P, c'est le pouvoir personnel. Ce que vous dégagez tout seul, même si on ne sait pas qui vous êtes, on vous rencontre, qu'est-ce que vous inspirez, qu'est-ce que vous dégagez. Le R, c'est le pouvoir relationnel, ça compte beaucoup dans les négociations. Si j'arrive ici, je vous dis, bon, c'est le président Tchani qui m'a envoyé, vous n'allez pas me regarder de la même manière que si je viens incognito. Le I, c'est le pouvoir institutionnel. Chez ADAX, c'est vous qui avez le pouvoir institutionnel parce que c'est vous qui avez le plus grand pouvoir étant fondateur. La hiérarchie, en fait. Oui. Okay. Si je négocie avec ADAX, c'est toi qui es en face de moi plutôt que peut-être un stagiaire, c'est pas pareil. Le S, c'est le pouvoir situationnel et le E, le pouvoir d'exécution. C'est ça la prise. Le pouvoir situationnel, c'est quoi? C'est lorsque dans une négociation, la situation, elle est en ta faveur. Imagine une négociation qu'on fait dans tes locaux chez toi. Ou bien une négociation dans laquelle tu m'as rendu service 1000 fois. Et là, on négocie, c'est moi qui ai besoin de toi. Je peux avoir psychologiquement un pouvoir situationnel. Donc, le fait de comprendre les 5 types de pouvoirs, dès que tu es en face de quelqu'un, tu peux voir quel est le pouvoir qui est en train de se manifester. Donc, le fait que la personne se déplace pour venir dans mes locaux, oui. Ça a son influence. Ah oui. OK. Ah oui. C'est pour ça que même à l'échelle diplomatique, quand 2 pays ne s'entendent pas, on cherche un pays neutre. Personne ne peut accepter d'aller chez l'autre. Parce que c'est lui qui se déplace, c'est lui qui est... Ah oui, oui. Tu peux avoir psychologiquement, quand tu es chez quelqu'un, psychologiquement, il a un petit ascendant sur toi. D'accord. Et le E? Le E, le pouvoir d'exécution. Okay. Imagine, on négocie quelque chose, il n'y a que toi qui peux le faire, à la qualité que je veux. Donc, tu as un pouvoir d'exécution, mais si tu ne le sais pas, je vais te faire du bluff, des menaces, et finalement, tu vas t'aligner à mes prix, alors que ton pouvoir d'exécution, si tu en étais conscient, tu restes sur tes trucs parce que tu connais ce que tu vaux. Tu sais que sur le marché, il n'y a personne qui peut faire ça. Mais le fait que tu sois conscient ou pas de ton pouvoir d'exécution, tu vas lâcher ou pas. Wow. D'accord? Et ça, ce n'est qu'un des P. Un des 7 P. Le pouvoir.
Ça, c'est juste avant de rentrer, personnalité et pouvoir. Et donc, sur la personnalité, je pense que si on ouvre la parenthèse, ça va être aussi long. On peut ouvrir Ensuite, ensuite là j'utilise beaucoup l'analyse transactionnelle du Canadien Eric Berne, qui montre que la vie n'est qu'un jeu de transactions. Quels sont les différents types de personnalités qu'on peut avoir? En fonction de quand tu es en face de quelqu'un, tu peux avoir une idée de la personnalité qu'il est en train de jouer. La vie est comme une scène de théâtre où chacun joue un rôle. Et quand tu joues un rôle, tu t'attendras à ce que l'autre joue aussi un rôle. Non, qu'il soit dans ta scène. Par exemple, il m'arrive à l'université, même en France, de dire, quand j'arrive à ce point-là, juste comme ça, je rentre dans la classe, je vois quelqu'un qui est assis comme tu fais comme ça. Je lui dis, mais pourquoi tu fais ça comme ça? Monsieur, sors. Et là, en général, ça marche parce que personne ne comprend rien. Le gars se lève, il veut sortir. Et après, je dis, bon, viens, c'était pour vous illustrer quelque chose d'important. Là, je venais de prendre ce qu'on appelle le profil parent. Et lui, il a pris ce que Eric Berne appelle le profil enfant. Il s'est exécuté. Ah, d'accord. Et dès lors qu'il accepte, il a accepté le jeu que j'ai établi. Maintenant, c'est ma scène qui est déroulée. Et je peux le manipuler comme je voulais. Donc, dans la négociation, là, j'explique beaucoup aux gens de savoir lire les différents profils que les autres prennent. Et puis, bon, voilà, l'un des cas illustratifs, c'était un président français qui s'est retrouvé face à un président russe. Peut-être que vous l'avez vu, c'était en 2007, où il l'a pratiquement ridiculisé, c'était Poutine et Sarkozy. Et tout le monde pensait que Sarkozy était ivre. Non, non, Poutine l'a vraiment déstabilisé. Sarkozy, quand il était sorti à sa conférence, Sarkozy, pardon, à sa conférence de presse, il bégayait, il n'arrivait pas à parler. Wow. Donc, en fait, si je comprends bien, il y a différents types de personnalités qu'on peut jouer en fonction des situations. Absolument. À une échelle apparemment diplomatique, il joue beaucoup de ça. Wow. Et donc, si tu ne sais pas, quelqu'un vient tout de suite, il impose son jeu. Et quand tu rentres dans son jeu, tu deviens un acteur de sa scène. Il peut faire de toi ce qu'il veut. Comme quoi, la négociation, ce n'est pas que les outils et la technique. Il y a le côté personnalité qu'il faut comprendre, au moins savoir lire pour mieux synchroniser. Quand quelqu'un prend un profil parent, la meilleure manière psychologiquement, c'est de prendre soit le même profil parent ou au moins un profil adulte. Donc, on peut jouer un exemple très, très banal. Oui. OK. Jouer sur moi le profil parent avec l'étudiant. OK. Amir, pourquoi tu fais ça? Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu es en classe quand même. Hein? Ça veut dire quoi ça? Tu sors. Je le fais pour écouter. Tu sors. Mais là, je le fais pour écouter. Mais je ne suis pas d'accord. Tu es dans mon cours, tu respectes mon cours, tu sors. Mais comment réagir en conséquence? Donc, des fois, entre professeur et élève, je suis d'accord, ce n'est pas évident. Oui. Tu ne peux pas prendre le profil parent. Mais si c'est dans la vraie vie, tu prends le même profil parent. Tu peux faire ça la même chose. Par exemple, fais la même chose avec moi. Maintenant, c'est toi le parent. Bon, là, je vous vois. Docteur Maman, pourquoi vous faites ça? Quoi? Ça, la position, ça. Il y a un problème à ça? Oui, bien sûr. Vous êtes dans ma salle. Allez, sortez. Et en quoi? Quelle est la règle qui montre que dans votre salle, je ne peux pas faire ça? Lorsque je prends un ton adulte, lui, l'adulte, il est dans les faits. Le parent, il est dans la menace. Il faut que tu exécutes. Quand tu prends un ton adulte, d'ailleurs, c'est le meilleur profil parce que si la personne, il y a un lien hiérarchique entre vous, tu ne peux pas lui crier comme il te crie. Oui, bien sûr. Mais tu peux rester factuel. Expliquez-moi, etc. Même s'il dit qu'il y a la loi, elle est là, pourquoi vous ne me l'avez jamais dit? Je ne suis pas au courant. Si tu restes que sur les faits. Mais là, par contre, là, il faut aussi une bonne dose d'intelligence émotionnelle. Sinon, tout de suite, tu vas t'énerver. Soit ça part dans tous les sens, soit tu finis par rejoindre sa scène et tu vas jouer. On peut laisser un autre cas de figure. OK. OK. Bon, imaginez une situation. Peut-être je suis votre employé. OK. OK. Je suis là devant vous, je veux une augmentation de salaire. Donc, en fait, vous allez jouer le rôle parent sur moi. OK. Oui. Et je vais essayer de me défendre. OK, très bien. Docteur Maman, j'aimerais avoir une augmentation de salaire, s'il vous plaît. Est-ce que, bon, déjà, le s'il vous plaît, si tu le mets, tu as pris un ton. OK, qui est calmant. Voilà. Plus, on va dire, profil enfant.
Ah. Donc, pour ce contexte, je vais pas dire que chaque fois, s'il vous plaît, veut dire ça. Des fois, c'est bien de le dire. Donc là, je dis, OK, tu connais bien la tendance du marché? Oui, c'est vrai qu'on s'approche un peu d'une crise économique, mais... Et dans ces conditions, tu veux que je t'augmente? Oui, parce que mes performances l'exigent. Heureusement qu'il y a les performances, sinon je pense que j'allais même arrêter ton contrat. Ah oui? Bah oui. Pourquoi? Selon quel Parce que la quel crise, élément? elle pointe son nez. Moi, je ne vais pas aujourd'hui des gens qui sont moyens, je vais des gens qui sont excellents. Donc, si tu es excellent, tu es juste dans les clous, pas plus. Mais justement, je pense qu'actuellement, je suis le seul à pouvoir vous fournir les services à ce niveau. Donc, tu as intérêt à faire en sorte que les autres te suivent pour que je puisse tous vous garder. Sinon, je ferme la porte et vous tous, vous allez partir. Mais si je pars, justement, personne ne pourra me suivre. Là, on est rentré dans ce qu'on appelle la boucle. Ah. On est dans une boucle de communication. En fait, on s'écoute ou on s'entend, mais on ne s'écoute pas. OK. Tu sais pourquoi? Parce que chacun amène un nouvel élément à chaque fois sur lequel on part. On n'est pas en train de... On est en train, chacun, de construire un argumentaire dans une voie complètement différente. Donc, on peut parler comme ça pendant 3 heures, on ne va jamais s'entendre. On n'aboutira à rien. Non. OK. Pour avoir une bonne communication, en l'occurrence en négociation, comme on disait, de un, toi, il faut que tu puisses détecter tout de suite la boucle. Bon, déjà, tu as vu que j'ai pris un profil parent. C'est vrai que tu as refusé de jouer le profil enfant, c'est très bien. Mais par contre, il faut que tu sortes rapidement de la boucle qui est en train de s'installer. En faisant quoi? Soit tu me ramènes à un fait, si j'amène un autre, j'entends bien, mais moi, voilà. Tu me forces à revenir, à ne pas tout le temps créer des choses parallèlement. Ou bien, moi, j'arrive à solder ton fait définitivement pour que tu ne puisses plus renchérir là-dessus. Je ne sais pas si tu vois. Je vois très bien. L'un des problèmes qu'on a en communication, pas que dans le cadre professionnel, même dans la vie privée, c'est un peu ça. C'est les boucles qui se répètent, où les gens parlent, mais ils ne s'entendent pas. Donc, si on continuait comme ça, on allait peut-être prendre tout le temps sans pouvoir s'en sortir. OK, OK. Donc là, franchement, on a touché que 2 éléments. L'aspect préparation, l'aspect personnalité, pouvoir, personnalité. Et je pense que c'est tout, non? Préparation, positionnement dans la phase amont. Pouvoir, personnalité, ça t'aide juste avant de rentrer. Ensuite, dans la phase, quand tu es en train de discuter avec quelqu'un, l'autre P, c'est la persuasion. Il y a des techniques de persuasion. Et le deuxième P, c'est la posture. Comment tu te tiens? Quelqu'un qui négocie comme ça, s'il vous plaît, mon salaire, etc. Ce n'est pas pareil que quelqu'un qui est bien assis et puis qui garde... Les gens qui s'assiedent comme ça, ça a une signification? Oui. Ça a une signification. Ah, wow. Il y a une Américaine qui s'appelle qui s'appelle Amy Cuddy, une psychologue sociale, qui a étudié l'impact d'une position sur le cerveau humain. Et ils ont fini par déterminer ce qu'on appelle, ça je l'enseigne beaucoup dans les postures, le P pendant, ils ont fini par déterminer ce qu'ils appellent la posture d'impuissance. Il y a une posture, quand tu la prends, ton cerveau produit beaucoup de cortisol et il diminue les testostérones et les oestrogènes pour les femmes. Juste une position pendant 2 minutes, pas plus. Wow. Et il y a d'autres positions, quand tu les prends, automatiquement ton cerveau, il réduit le taux de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et il augmente le taux de testostérone, oui, et des oestrogènes. Une position, 2 minutes. Et ça, c'est des choses que vous enseignez dans vos modules? Oui. Waouh. Parce que ce qu'on fait, lui, par exemple, il a une posture de puissance. Cette posture, exactement, elle fait partie des postures qui ont été étudiées. Ils prennent la salive, ils mesurent le cortisol salivaire avant. Ensuite, les gens ne savaient pas. Ils disent juste, prends cette position pendant 2 minutes. Elle a une posture entre puissance et impuissance. Lui, typiquement, posture d'impuissance. Ça, c'est exactement avachi comme ça. Ton cerveau, il pense qu'il y a un problème. Et il te produit des substances, c'est scientifiquement prouvé, c'est impressionnant. Wow. Parce qu'il a des informateurs qui sont les nerfs, vous savez, le système nerveux central et périphérique. J'ai entendu une fois quelqu'un dire que si on prend tout le système nerveux d'un être humain adulte, on les met bout à bout, ça peut faire 14 km de distance. Donc, dans chaque partie du corps, il y a des nerfs qui peuvent remonter des informations. Si j'ai une partie pliée, l'autre pliée, etc., pour lui, c'est un code, ça signifie
ça ne va pas. Et automatiquement, il se met à travailler. Wow. Et notre capacité en fait, de raisonnement et tout, ce sera altéré. Elle sera perturbée. Wow. Elle sera perturbée. Donc, c'est pour ça que Amy Cuddy, quand elle a écrit son livre, elle explique d'ailleurs dans son livre qui s'appelle « Montrez-leur qui vous êtes », elle dit qu'il y a beaucoup de gens, des grands patrons qui lui disent qu'avant de rentrer dans un grand entretien, ils prennent une posture de puissance pendant 2 minutes. Leur neurochimie, etc. est modifiée et ça leur permet d'affronter les situations stressantes. Wow. Et il y a d'autres psychologues comme David Sherman et David Kreisman qui ont fait les mêmes études pour voir comment une situation peut altérer ce que tu produis dans ton corps. Donc voilà, la posture, elle est importante. Là, par exemple, quand tu t'assois, les pieds comme ça c'est une posture d'impuissance, par exemple. Ah oui. Cette partie sera coupée, j'espère. Non. La meilleure posture... En fait, c'est vraiment intéressant. Ah, ok. Par exemple, là, je suis comme ça, c'est parce que je suis vraiment investi. Les pieds pliés, c'est une posture d'impuissance. L'information qui remonte ici, parce que le cerveau, c'est une machine. Hein. Oui. Le cerveau, c'est une machine. Je pense que je ne l'apprends pas à des médecins. Bon, c'est vrai, il y a des médecins. Voilà. Donc, si je veux avoir une position assez favorable lors d'une négociation, quelle est la position idéale? Si tu es assis, évite de faire comme ça. Évite d'avoir comme ça. Donc, l'idéal, c'est le buste droit tant que possible. Ou bien, à la limite, comme ça, c'est très à l'aise. Je suis tellement à l'aise que... Voilà. Donc, le buste droit. Les mains, peut-être, pourquoi pas en pyramide. Ou bien dans d'autres positions. Mais en tout cas, jamais les mains cachées. OK. Non, jamais. Les mains, c'est aussi signe de confiance. On cache... Oui, là, ça va. Ou bien quand vous parlez, vous expliquez des choses, vous faites ce qu'on appelle le ballon de rugby, comme si vous tenez un ballon. Écoutez, moi, ce produit-là, je l'ai vraiment, etc. Donc, tout ça, ça participe beaucoup. Le subconscient de l'autre détecte des signes de puissance. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui est comme ça et qui parle, etc. Regardez comme ça. Non. C'est vrai, bon, voilà. C'est même inconfortable pour moi. Exactement. Et les gens qui sont trop à l'aise. Par exemple, la personne, elle est là, elle se met en position quasiment... Ça, tu ne le feras pas dans une grosse négociation. Voilà. Ça, tu ne le feras pas dans une grosse négociation. Surtout si le partenaire, il mérite un respect, etc. Tu ne le feras pas. Ce n'est pas bon. Mais face à tes collègues, tes employés, en tant que boss, si j'avais des images, j'allais vous les montrer. Il y a une que Obama adore dans le bureau ovale et il le faisait assez souvent. C'est une posture de puissance. Et tout de suite, quand vous les faites, ce qu'on voit, la personne qui est en face de vous sont inconsciemment, elle se met en infériorité. Oh. Ouais. Sauf s'il connaît aussi le code et il se met tout de suite en position de puissance. Il y a par exemple une position de puissance qui est très connue, qui est appelée Wonder Woman. Wonder Woman. Oui. Comment? Wonder Woman. Je peux me lever la faire? Oui, bien sûr. C'est celle-là. Caméra? Ça, c'est une posture de puissance. Quand on est debout? Ah oui, oui, oui. Et vous allez voir, les militaires adorent ça. Eux, ils mettent même les mains comme ça dans les ceintures. Ils sont comme ça. De Gaulle adore ça. OK. Charles de Gaulle. Il y a beaucoup de grands patrons, vous allez voir dans les sommets internationaux, vous étudiez leur posture, c'est plein d'enseignements. Celui qui ne sait pas, bon, il ne va pas en profiter. Donc là, on n'a pas fait la persuasion, mais on a fait la posture. Et le 4e A, c'est l'action. Non, c'est le après. Après. Voilà. Après, ça, c'est le plan d'action. Il faut juste s'assurer que tout ce que vous avez dit est consigné de sorte que quelqu'un ne viendra pas derrière, d'accord, pour tout relever. On voit des fois beaucoup des grandes négociations qui ne sont que des phases de... Ce n'est pas un closing définitif, c'est un accord de principe. Et des fois, les gens ne disent pas qui fait quoi après, qui relance dans combien de temps. Et finalement, ça va... Tout le monde, chacun va faire continuer sa vie. Ça se voit énormément, même à l'échelle des pays. Ah oui. Oui, on fait ce qu'on appelle des accords d'entente, des MOU. Vous signez des gros trucs, les médias, etc. Mais après, plus rien. Parce que la phase d'après n'a pas été assurée, ni par l'autre partie, ni par l'une. Okay. Et en ce moment, le problème, c'est que vous risquez de vous retrouver pour renégocier encore. Alors, et là, par exemple, la négociation, c'est qu'un seul des modules que vous enseignez. C'est vrai. Chez Vixit. Tout à fait. Wow. Il y en a à peu près 13. 13. Quels sont les modules? Bon, sûrement, il y aura des gens qui seront intéressés. Le leadership, la stratégie, la relation avec l'argent. Intéressant. Et voilà, la gestion du stress, la gestion du temps, l'innovation, etc.
on peut avoir un petit aperçu sur celui sur la relation avec l'argent. Par exemple, je vais prendre mon cas. Vous savez, il y a des gens qui adorent l'argent. En fait, ils aiment l'argent à un point où ça devient maladif. Ok. Et par contraste, moi, je suis là. En fait, quand il n'y a vraiment pas d'argent, c'est en ce moment que je suis stressé. Ok. Mais quand il y a l'argent et que, bon, de toute façon, il y en a, je suis apathique. Ok. Donc, ça, c'est bien. Je pense que c'est un schéma qu'on remarque assez souvent. L'autre chose que j'ai remarqué, qui ressemble à ce que tu dis, beaucoup pensent qu'ils aiment l'argent, mais ils ne l'aiment pas. Ils veulent l'argent, mais ils n'aiment pas l'argent. Mais c'est bon, non? Ça peut être bon comme ça peut ne pas être bon. Parce que quelqu'un qui veut être riche, qui veut avoir une vie confortable, mais qui a une relation un peu tumultueuse avec l'argent, vous lui donnez 1 milliard aujourd'hui, il ne sera pas riche. Oui. Revenez quelques temps après, là, tout est parti. Il va installer ce qu'on appelle de l'auto-sabotage. Lui-même, il va s'auto-saboter pour faire tout pour que rien ne reste. En fonction de ce qui tourne dans son subconscient, dans son âme. Donc, si vous n'avez pas une bonne psychologie vis-à-vis de l'argent, une bonne relation, de un, vous pouvez avoir l'occasion d'être très riche, mais vous n'allez exploiter aucune toute votre vie, jusqu'à ce que vous mouriez. Aucune. Il y a des gens aujourd'hui, ils arrêtent, ils font ça, ils seront riches. Ils ne le feront jamais. Oui. Ou bien ils le feront d'une manière où voilà, la richesse ne viendra pas. Ou peut-être qu'il y en a qui ont du potentiel, mais ils ne sauront pas saisir l'opportunité pour devenir riches. Exactement, parce qu'ils n'aiment pas l'argent. Il suffit que vous ayez une croyance contre l'argent. Celui qui pense que tous les riches, c'est des voleurs, il ne peut pas être riche. Il y a des gens, dès qu'ils passent devant une belle maison, un autre voleur. Et ils risquent de faire leur vie sans avoir une belle maison. Okay. Parce que quand vous avez des croyances, les croyances, elles impactent votre attitude. Tout à l'heure, je disais qu'il y a 5 choses qui mettent des croyances en chaque personne dans sa vie, avant de venir à la relation avec l'argent. Tout résultat que vous avez dans votre vie, quel que soit le domaine, que ce soit l'argent ou la relation avec les autres, ça dépend directement de quoi? De votre attitude et de votre comportement. Si vous avez des attitudes et des comportements sains vis-à-vis de votre équipe, vous allez avoir un bon résultat avec eux. Maintenant, l'attitude et le comportement dépendent de quoi? Votre attitude et votre comportement dépendent des sentiments que vous nourrissez. Si vous avez des sentiments positifs, vous allez donc avoir des attitudes et un comportement positif, oui. donc in fine un résultat positif. Puisque la finalité, c'est le résultat qu'on voit. On descend plus bas, on a vu le résultat, dépend de quoi? De l'attitude attitude et comportement. Oui. Et eux qui dépendent de quoi? Les sentiments que tu nourris. Maintenant, tes sentiments dépendent de quoi? Si tu as des sentiments positifs, on voit que tu es joyeux, ça dépend des émotions que tu dégages dans ton âme. Donc, si tu as des émotions positives, la joie, etc., on va voir des sentiments positifs. Non, les sentiments, on ne les voit pas. Donc, émotions positives, sentiments positifs, attitude positive, résultat positif. Émotion négative, quelqu'un qui a la colère ou la tristesse ou le dégoût ou le mépris dans son âme, il va générer des sentiments négatifs. Quand vous avez des sentiments négatifs, il n'y a pas le choix, vous aurez des attitudes et des comportements qui sont négatifs et donc un résultat avec les gens qui sont négatifs, tout naturellement. Un résultat qui est négatif. Maintenant, les émotions dépendent de quoi? Vos pensées. Si vous avez des pensées positives, on reprend la chaîne, vous aurez des émotions positives. Les émotions positives créent des sentiments positifs. Les sentiments positifs amènent des attitudes positives. Les attitudes positives amènent un résultat positif. Et les pensées dépendent de quoi? Pour finir, et c'est la dernière. De quoi dépendent vos pensées? Qu'est-ce qui pilote vos pensées? Les neuroscientifiques disent qu'il y a jusqu'à 70 000 pensées qui remontent au cerveau par jour. Oui, le cerveau détecte jusqu'à... Les gens pensent que les pensées, c'est dans le cerveau. Ce n'est pas du tout ça. C'est où? C'est dans ton âme. Tout est dans ton âme, tout. Toutes tes pensées que tu as enregistrées, que tu as vues, que tu as entendues, que tu as senties, tout est dans ton âme. C'est pour ça que même dans la religion, qu'est-ce que Dieu juge? Est-ce que c'est le cerveau qui juge quand on meurt? Qu'est-ce qu'on juge? L'âme. Ya ayyatuhan nafsul mutma'idna, irji'i ila rabbiki. Partout où il parle de rendre compte, il parle de ton âme. Le physique,
ce n'est que quelque chose qu'on t'a prêté. Il n'y a personne ici qui a lui-même décidé d'être grand bro, etc., clair, noir. Personne. Personne n'a choisi le monde détail de son physique. Le physique, c'est du leasing. Le jour où l'âme finit son temps, le physique, on le met où? Sous la terre. Sous la terre. On recueille l'âme. Donc, tes pensées génèrent des émotions. Là, si tu as une pensée négative, automatiquement émotion négative, automatiquement sentiment négatif, attitude négative, résultat négatif. De quoi dépendent nos pensées, pour finir? Nos pensées. On a vu ça dans l'âme. Non, les pensées sont dans l'âme. Mais qu'est-ce qui fait que j'ai tel type de pensée et pas tel autre? Ce sont mes croyances. Et c'est la base de ce qu'il y a dans nos âmes. C'est nos croyances qui pilotent tout dans nos âmes. Si je rentre dans la salle, je salue tout le monde, je ne te salue pas, et que tu as une croyance dans ton âme, celui qui ne me salue pas, ne me respecte pas, automatiquement, on va le voir sur ton visage. Parce que cette croyance va générer une pensée, c'est-à-dire tu vas dire, lui, il ne me respecte pas, il ne m'aime pas. Cette pensée va générer quoi? Des sentiments. Non, avant les sentiments. La pensée génère des émotions. Une émotion négative. Tout de suite, tu vas sentir colère, tristesse, dégoût. Et l'émotion génère quoi? Des sentiments. Des sentiments négatifs. Donc, tu ne te sens pas bien. Le ventre qui se noue, etc., le cœur qui commence. Et les sentiments amènent quoi? Des attitudes. Une attitude. Et tout de suite, on va voir que tu t'es renfrogné. Et l'attitude amène un résultat négatif. Entre nous, peut-être à partir de cet instant, ça va commencer à se refroidir. Donc, quand quelqu'un comprend ça, j'appelle ça la pyramide du RASPE, un autre acronyme. RASPE, pas respect. RASPE, R-A-S-E-P-E. Donc, c'est R, c'est résultat. Le A, c'est l'attitude. Attitude. Le S, sentiment. Le E, pensée. Émotion. Émotion. Le P, pensée. Et le C, croyance. Donc, lorsque vous comprenez ça, vous pouvez régler énormément de choses dans votre vie. Quand un résultat ne vous convient pas dans votre vie, vous pouvez tout de suite voir où se trouve le problème. L'erreur que les gens font, ils agissent au niveau de l'attitude. Par exemple, quelqu'un il fait tout, il veut être riche, mais il n'arrive pas. Donc, il va aller faire une formation en intelligence financière. En fait, il n'est qu'à la superficie du problème. Il n'est pas descendu à quel niveau. Selon vous, à quel niveau il faut agir pour résoudre? Si j'ai un problème avec l'argent... La croyance. Voilà. Et c'est ce que les gens ne font pas. Donc, attaquer le serpent par la tête. Bah oui. Il faut revenir à la racine. Et les croyances, on en a tous eu par rapport à l'argent. Des croyances positives, négatives, constructives, destructives, limitantes et militantes. Tout le monde a eu ce genre de croyances. Et donc, si vous n'agissez pas au niveau des croyances, la base, en haut, ce que vous faites, ce n'est que palliatif. C'est un truc de 2 jours. C'est comme 2 personnes qui ne s'entendent pas. Des fois, vous allez les asseoir, ils veulent s'entendre. Ils veulent. Ça, on le voit surtout, je le vois surtout dans les life coaching, dans les couples. Et des fois même, ils vont même se promettre qu'ils vont changer. Ok, pardonne-moi, je te pardonne, c'est fini, je vais changer. Patatras. Je vous garantis, quelques temps après, ils vont reprendre. Parce qu'ils veulent agir au niveau de l'attitude. Les croyances qu'ils nourrissent les uns envers les autres n'ont pas été corrigées. Même demain, ils vont répéter. Donc, selon ce que je comprends, il faut d'abord changer sa croyance vis-à-vis de l'argent si on veut avoir plus d'argent, techniquement. Absolument. OK. Absolument, tout commence par là. Et comme on l'avait vu, les croyances conditionnent absolument tous les résultats qu'on a dans notre vie. Si on a donc des bons résultats financièrement, c'est qu'on a des bonnes croyances. Et dans le cas contraire, malheureusement, on a des croyances qui tournent. Imaginez quelqu'un qui, dans son enfance, il a développé des croyances négatives vis-à-vis de l'argent. Par exemple, on ne demande jamais l'argent. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va monter un business, mais il ne peut jamais demander son dû. Et en ce moment, il va trimballer. Moi, je l'ai vécu. Et moi, je le vis. D'ailleurs, c'est ce qui m'a fait mettre sur la piste de l'argent. Parce qu'à un moment, je ne peux pas demander. Je peux te faire un bon diagnostic, en fait, en tout cas un diagnostic. Et à la fin, tu dis c'est combien? Je dis bon, écoute, c'est pas grave, je vais te le faire gratuitement. Wow. C'est comme ça que j'avais commencé. Après, je me dis, mais attends, comment on peut faire une activité entrepreneuriale et ne pas avoir une relation saine vis-à-vis avec l'argent? Donc, c'est là où toutes les recherches ont commencé. Et comme j'adore les recherches, c'est le côté scientifique qui m'aide énormément dans ces domaines-là. Donc, je suis rentré dans le côté psychologique de l'argent.
le côté Parce que l'argent a une spirituel. psychologie. Ah oui, l'argent a une psychologie. Par exemple, parmi la psychologie de l'argent ne va pas vers celui qui dit qu'il le veut, il va vers celui qui l'aime réellement. L'argent ne va pas vers celui qui en a besoin, il va vers celui qui peut s'occuper de lui. Comme une femme, oui. Wow. Oui, c'est-à-dire, si tu cherches l'argent que pour tes besoins fondamentaux, manger, payer son loyer, etc., il vient à compte-gouttes. Les gens qui cherchent l'argent que ça, les besoins primaires, si on prend la pyramide de Maslow, ils risquent de passer toute leur vie à chercher que de quoi manger. Et finalement, il n'y a que ce petit montant-là qui va venir. Oui. Il y a quelque chose qu'on appelle le thermostat financier, c'est-à-dire psychologiquement, comment vous avez réglé votre thermostat financier. Il y a beaucoup pour eux, non, dès que je mange, je fais ci, je fais ça, c'est bon. Eh bien, ils n'auront que ça. Vous pouvez leur créer des opportunités pour être milliardaires, ils ne vont pas les voir. Ils vont toutes les gâcher l'une après l'autre. Parce que pour eux, le thermostat, il est à, par exemple, 1 million de francs CFA. 1 500 euros. Pour eux, 1 million, c'est ça le Graal. Eh bien, vous créez des choses où ils vont gagner 1 milliard, ils ne vont pas aller avec vous. Tout de suite, ils vont chercher des problèmes qui vont faire que le projet n'est pas bon. Et vous savez ce que je trouve intéressant? Il y a des gens qui disent, qui disent que c'est le premier million qui est difficile. Pourquoi? En fait, parce que quand tu arrives à atteindre ton premier million, tout de suite, tes croyances vis-à-vis de l'argent changent. Tu te rends compte qu'en réalité, on peut se faire plus d'1 million. Et donc, le deuxième million vient facilement. Donc, tu as ton 10 millions, le 20 vient facilement. C'est vrai ça? Ça peut être vrai, mais ce n'est pas une règle. Je ne pense pas que ça soit une loi. Il y a beaucoup qui ont déjà géré des millions, mais qui sont là, ils n'ont rien du tout. Donc, encore une fois, tout dépend des croyances. Quelqu'un qui pense que le million, c'est juste un plafond de verre qu'il va éclater. Effectivement, quand il éclate, il va aspirer à plus, parce qu'il est conditionné. Mais celui qui a des croyances qui sont autres, tu peux lui donner 10 millions maintenant, elle revient dans 3 mois voir. Non seulement il n'a rien, mais il ne peut même pas se créer des conditions pour gagner, etc. Je pense que c'est ce qu'on observe chez ceux qui gagnent à la loto, par exemple. En fait, c'est des gens qui ont vécu pauvres. Les petits trucs qu'ils gagnent là, ils investissent ça dans du hasard. Tout à fait. Et quand ça vient, par exemple, 26 millions, un exemple comme ça, ça part. Exactement. Tout bêtement. Tout à fait. Parce qu'ils n'ont pas l'amour de l'argent. C'est pour ça que je disais, des fois ça m'amuse, je demande aux gens, est-ce que tu aimes l'argent? Tout le monde me dit, mais qui n'aime pas l'argent? Je dis, ben, raconte-moi ce que tu fais, je te dirai si tu l'aimes ou pas. On peut essayer? On peut essayer. Ok. Par exemple, est-ce qu'il t'arrive, quand tu as un montant à peu près 50 000 ou 100 000, de le dépenser aussi vite qu'il est arrivé? Non. Ok, bonne chose. Okay. Deuxième chose, si tu as que 10 000, est-ce qu'il peut t'arriver assez souvent de voir quelqu'un qui a un besoin de 10 000, de tout donner, même si c'est les 8 000, etc. Non. Ok, troisième chose, est-ce qu'il t'arrive facilement, dès que je viens, je te dis, bon voilà, Hamid, franchement, et tout de suite tu vas par l'émotion? Non. Ça, c'est très bien. Quatrième chose, quand tu as, par exemple, de l'argent, est-ce que tu as une répartition? Tu essaies de voir à peu près, ok, je vais dépenser ça, je fais ça, ou bien tu vas au pif, tu ne veux pas de règles. Ma répartition n'est pas mathématique. D'accord. Donc, en fait, je n'ai pas, par exemple, si j'ai 50 000, je ne vais pas dire que 35 000, je mets ça dans ça. Okay. Mais c'est que, arbitrairement, dans ma tête, je sais que ce pourcentage-là, je l'alloue à un truc en particulier. Excellent. Un pourcentage, je le mets en réserve. C'est déjà très bien. Maintenant, dernière question. Est-ce qu'il t'arrive, quand tu as de l'argent, de penser aussi à l'intérêt de l'argent? C'est-à-dire, oui. Comment? L'intérêt de l'argent, c'est le faire se fructifier. L'aider à ce qu'il se fructifie. Alors, quand j'ai de l'argent, j'essaie de l'investir. Par exemple, moi, je suis de la communication, de la production audiovisuelle, dans le matériel qui peut m'aider à produire encore plus. Très bien. Normalement, il y a un test sur mon site internet qui s'appelle Nourou. Nourou. N-O-U-R-O-U. N-O-R-O-O. N-O-R-O-O.com. Voilà. Non. C'est sur le site internet. Ah d'accord, ok. Le test s'appelle Nourou. Nourou, c'est pour voir quelle est la relation avec l'argent. Je t'enverrai un mot de passe, peut-être que l'équipe peut le faire. Répondez sincèrement. Okay. Ça vous donnera, il y a 5 niveaux financiers. Il y en a qui seront peut-être dans le chaos financier. Les gens qui sont dans le chaos financier, ce n'est pas forcément des gens qui n'ont rien dans la poche, mais c'est des gens qui ont une relation très tumultueuse avec l'argent. Ça ne va pas du tout. Même s'ils ont 10 millions aujourd'hui, ça va partir peut-être vite et sans faire quelque chose de consistant avec. Oui.
Ensuite, il y a ce qu'on appelle les penseurs libres. Les penseurs libres ou bien le visionnaire impulsif. Le visionnaire impulsif, c'est quelqu'un qui, voilà, il a 10 millions tout de suite, il va tout dépenser à acheter des matériels. Par exemple. Ou peut-être des habits. ou des habits. Ou se faire plaisir. Voilà. Lui, c'est, voilà, il est visionnaire, mais il est impulsif. Quand il est comme ça aussi, sa relation avec l'argent n'est pas très forte. Il n'aime pas l'argent, il s'aime lui. C'est pour ça que je vous ai parlé. Si on a le temps, on va faire une parenthèse sur c'est quoi l'amour. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a 5 niveaux d'amour. C'est pareil pour les humains et c'est pareil vis-à-vis de l'argent. Et si tu n'es pas dans la vraie zone de l'amour vis-à-vis de l'argent, tu ne peux pas l'attirer comme tu le veux. Donc on a le chaos financier. Visionnaire impulsif. Visionnaire impulsif. Ensuite, le stratège, le philanthrope stratège. Donc, philanthrope stratégique, c'est quelqu'un qui, lui, il est au milieu, parce qu'il y a 5 niveaux. Là, déjà, on a vu les 2. Oui. Le troisième intermédiaire, qui est philanthrope stratégique, lui, en fait, il aide, mais en même temps, il avance. Voilà, socialement, son argent lui sert, mais en même temps, il y a le côté stratégique. Il arrive à se projeter, il réalise des choses, on le voit avancer. Mais par contre, ce n'est pas la vitesse à laquelle il peut réellement avancer. Lui, il est au milieu. Les 2 autres, c'est les 2 niveaux d'en bas. Qui galèrent financièrement. Ah oui. OK. Ensuite, le 4e niveau, l'équilibre financier. C'est quelqu'un qui arrive à bien répartir ses finances. Voilà, aujourd'hui, il est à temps, tu viens dans X mois, il est à temps, ça avance. Il progresse. Il se réalise, il progresse, il gagne, l'argent gagne. Il faut prendre l'argent comme un partenaire de vie. Si tu ne t'occupes pas de ses intérêts, il te quitte. Si c'est une femme ou un homme, quand la vie à deux ne convient pas, des fois, on reste malgré tout et on souffre. Eh bien, l'argent ne peut pas rester souffrir. Il te quitte tout simplement. Bah oui. La plupart des gens qui font souffrir l'argent les quitte. Et le niveau ultime? Le niveau ultime, c'est ce que j'ai appelé le richesse mastery. C'est là où l'argent, maintenant, c'est ton argent qui travaille pour toi. Toi, tu as atteint la maîtrise de la richesse, tu l'as, mais en même temps, il travaille pour toi, il te rend heureux. Là, tu peux te faire plaisir, ok, là on attend, non, demain je vais aller à Dubaï me reposer. En même temps, parce que comme tu as la maîtrise, il continue de l'autre côté à tourner, etc. Tu aides. Donc, les 5 répartitions des dépenses, tu les assures, et tu les assures de manière à ce que tu puisses vivre. Parce que, comme dit Confucius, on a 2 vies. Et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Donc, en réalité, on a une seule vie. Oui. Donc, ça sert à quoi d'être esclave de l'argent toute sa vie? C'est ça. C'est ça. Donc, pour espérer atteindre ce niveau de vraie richesse, il faut aimer l'argent. Oui, obligatoirement. Mais à quel degré? Voilà, c'est ça le problème. Il y a des gens qui ne savent pas mettre le curseur au bon endroit. Il y a des gens, ils n'aiment pas l'argent, ils adorent l'argent. Et tout le problème est là. Et ça m'amène à ce que j'ai appelé le modèle du 6 nexus. Les 6, on va dire 6 types de relations que les gens peuvent avoir entre eux ou vis-à-vis de l'argent. Donc c'est un peu la règle de l'amour en quelque sorte. C'est la règle de l'amour. Bon, je pense si tu n'aimes pas, le vrai amour est différent des déclarations. L'argent ne croit pas aux déclarations d'amour. Ah, j'aime l'argent, je veux faire ci. Voilà, ça ne marche pas. Le vrai amour, ce n'est pas que des mots. Imaginez que vous dites à une femme à longueur de journée, je t'aime, etc. Par contre... Elle-même, ça va l'ennuyer. Déjà. Maintenant, même si ça lui fait plaisir, parce qu'on peut croire que ça lui fait plaisir de l'entendre, mais même si ça lui fait plaisir, mais dans ton comportement, elle ne voit pas l'amour. Tu n'es pas présent. Parce qu'il y a 2 choses qui créent l'amour. Le temps et l'attention. Tu n'es jamais là. Tu es tout le temps à la fada, etc. Ou même si tu es là, il n'y a pas ton attention sur elle. L'amour le plus profond ne peut pas tenir si chacun ne se donne pas son temps et son attention. Impossible. L'amitié la plus solide ne tiendra pas si vous ne vous donnez pas le temps et l'attention. Ici, parmi vous, personne n'a les mêmes amis qu'il a il y a 5 ans. Ça bouge. Pourquoi? Parce qu'à un moment de ta vie, tu ne peux plus donner ton temps et ton attention à l'autre parce que peut-être qu'il a déménagé. Peut-être qu'il n'est plus au même endroit. Et tu vas voir, quelle que soit la solidité de cette amitié, petit à petit, elle va elle-même fondre. Oui. Et après, vous allez vous rencontrer. Ah, tu es là, toi aussi, tu es là. Waouh, ça fait longtemps. Pourtant, auparavant, si on te dit que vous pouvez faire un jour sans vous appeler,
tu n'allais pas croire. Ça veut dire qu'à ce niveau, c'était une relation, comment on appelle ça? C'est juste pour l'interaction transactionnelle, kind of. Ça peut être même profond. Ah oui. Mais dès lors qu'on arrête de l'alimenter avec le temps et l'attention, elle commence à ne plus Et c'est la même chose avec l'argent. Ah oui. Une personne, comme je le dis pour finir l'exemple, tu dis à chaque seconde à une femme, je t'aime, mais ton comportement et ton attitude ne le montrent pas. Il y a quelque chose que j'ai appelé le goulot d'étranglement, pardon. C'est 10 étapes qui se passent avant la séparation. Tu vas descendre dans le goulot. J'espère que tu ne vas pas me demander de les donner. Bah, justement, oui. Et donc, tu vas descendre dans le goulot d'étranglement. Ta vie devient de la souffrance. C'est comme ça vis-à-vis de l'argent. Si tu dis que tu aimes l'argent, au fond de toi, peut-être que tu l'aimes même. Mais tes attitudes et ton comportement montrent le contraire. Imagine, je viens, je t'amène une affaire de 20 millions. Bah, écoute, moi, je suis fatigué, je ne peux pas. Ah. Ou bien des trucs comme ça. C'est-à-dire que ton attitude et ton comportement ne montrent pas que tu aimes l'argent. L'argent ne viendra pas vers toi. Encore une fois, une personne peut accepter de souffrir pour des raisons sociales. L'argent ne le fera jamais. Il va te quitter, il va vers celui qui l'aime réellement. Maintenant, qu'en est-il de ces gens-là qui lancent un business juste pour l'argent? Là, ça dépend. Si c'est juste pour l'argent, c'est deux choses. Un business, quand on le lance, je pense que ça, tout le monde le sait ici, c'est que normalement, il y a un besoin auquel on veut répondre. Les gens qui lancent le business juste pour l'argent, de un, en réalité, ils n'aiment pas l'argent. Oui, ils veulent l'argent, mais ils ne l'aiment pas. Okay. Parce que si tu aimes l'argent, tu crées les conditions pour qu'il puisse se générer encore et encore et encore et encore. C'est pour ça que je dis qu'un business, c'est deux choses. Besoin et ressources. C'est ça le business. S'il y a deux mots pour définir un business, ce sont les deux. Besoin et ressources. Oui. Donc, ça devient quoi? Répondre à un besoin pour générer des ressources qui permettent de continuer à répondre à ce besoin et continuer à générer des ressources. Tout tourne autour des deux. Dès lors qu'il y a un qui est absent, ton business s'arrête. Donc, celui qui voit que les ressources qu'il va générer, il ne voit pas le besoin auquel il répond, son business est bancal. Dès qu'il a un concurrent, lui, il n'existera pas. Sauf s'il est sur un marché où il est seul. Là, il peut pomper les gens jusqu'à ce que quelqu'un d'autre soit là. Il n'est jamais vraiment seul. Parce que les gens, en fait, ils sont à l'affût. Dès qu'ils voient un truc qui a du potentiel, ils se mettent à fond. Exactement. La plupart des gens qui lancent un business juste pour l'argent et pour eux, le business peut fleurir un moment, mais il ne sera pas durable. Et même là, c'est quand il a la chance de marcher. Donc, les gens qui lancent le business, qui comprennent la psychologie de l'argent, d'abord qui comprennent c'est quoi l'argent, peut-être qu'on aurait dû commencer par là, et ensuite qui comprennent la psychologie de l'argent, et après qui ont cultivé l'amour. L'argent, tu n'as pas le choix. Il faut cultiver son amour. Il faut juste faire attention que l'amour soit raisonnable et de ne pas être dans la zone de l'adoration, parce que si tu l'adores, donc au-delà de l'amour, il y a l'adoration. C'est là où le problème, c'est que tu peux laisser tes propres valeurs et tes croyances pour de l'argent. Et là, c'est mal barré. Donc, on peut être riche. Hein. Il y a les gens qui adorent l'argent, ils vont être plus riches que toi qui ne fais que aimer l'argent. Et toi qui aimes l'argent, tu vas être plus riche, plus vite riche que celui qui ne veut que celui qui est au stade de vouloir. Je ne sais pas si tu vois un peu. Donc, les gens qui adorent l'argent, ils vont être beaucoup plus riches que les autres. Mais à quel prix? Bah justement, parce qu'en fait, tu ne vas pas en profiter. Ta famille ne va pas en profiter. Non seulement ils ne vont pas en profiter, leur famille peut ne pas en profiter, et en même temps, ils vont laisser leurs valeurs et leurs croyances. Celui qui aime réellement l'argent et que l'amour, il est vraiment profond, c'est les genres de personnes qui peuvent mourir de faim alors qu'ils ont des millions dans les poches. Voilà. Le vrai amour, c'est ça, le vrai amour. Le vrai amour, c'est la notion de préférence. C'est quand tu préfères l'autre sur toi. Comme la mère et son fils. Une mère peut être fatiguée, elle a sommeil, mais elle est capable de sacrifier son sommeil pour prendre en charge son petit toute la nuit. C'est un signe d'amour. Tout signe d'amour, il y a la notion de préférence. Je préfère l'intérêt de l'autre sur mon propre intérêt. D'accord? Par exemple, c'est pareil, une épouse qui prend son temps, elle est fatiguée, mais elle met tout son temps pour préparer, etc. C'est un signe d'amour. Lorsqu'on n'est pas ingrat, on sait que c'est un signe d'amour. Etc. Mais lorsque on le fait vis-à-vis de l'argent, ça veut dire que
on va avoir aussi la même notion de préférence de l'argent sur ses propres intérêts. C'est ça. Oui, mais alors là, je suis un peu confus. Faut-il aimer à la folie l'argent? Non. Il faut aimer l'argent pour l'attirer. Le juste milieu, en fait. En fait, c'est sûr, il faut aimer l'argent pour l'attirer. Par contre, de temps en temps, il faut descendre de l'échelle de l'amour. Je t'ai dit qu'il y a 5 niveaux, le synexus. Le premier niveau, ce que j'appelle la zone d'apathie. La zone d'apathie, une apathie, c'est un manque, une absence d'émotion. Oui. C'est-à-dire, ça ne te dit rien. Là, c'est la notion de passivité. Tu es passif vis-à-vis de l'argent. Il y a des gens qui sont dans cette zone-là, vis-à-vis de l'argent. C'est caille, c'est rien. Il y en a, c'est bon. Il y en a pas, c'est pas grave. Et ce genre de personnes, je ne vois pas, à moins qu'ils ne gagnent un gros hasard fait qu'ils gagnent beaucoup d'argent, je ne vois pas comment. En tout cas, c'est impossible. Il n'y a pas cette motivation intrinsèque qui va te pousser à aller en chercher. Oui. Même s'ils montent une activité, un business, ils vont le faire parce que ça leur plaît. Ils vont être en mode philanthrope. Ils vont faire, ils vont donner ceci. En fait, ils s'en foutent. Et ça, c'est vraiment un cas néfaste. En tout cas, pour quelqu'un qui fait un business, ce n'est pas l'idéal. OK. Et c'est quoi le deuxième niveau? Le deuxième niveau, c'est la zone d'appréciation. La zone d'appréciation, il y a la notion de possession. Je veux posséder parce que j'apprécie, c'est pour moi, etc. Comme quand tu dis, j'aime la mangue, j'aime la fraise, j'adore la viande grillée, etc. Donc tout ça, tu dis j'aime, mais quand tu dis j'aime la mangue, c'est pourquoi? En réalité, la finalité, c'est pour manger. C'est juste pour toi. Oui. Ce n'est pas le vrai amour. Quelqu'un qui dit je t'aime, il aime une personne, mais c'est parce que la personne a quelque chose dont il a besoin, c'est un faux amour, ce n'est pas le vrai amour. Et dans les coachings, j'ai vu que la plupart des couples sont basés sur ce niveau d'amour. Et ce niveau d'amour, il amène énormément de problèmes parce que le jour où tu n'as plus, l'autre ne peut plus te donner ce que tu voulais, ou une autre personne te donne meilleur, tu vas voir que l'autre ne vaut plus rien. Et on se quitte. Oui. On rentre dans le goulot d'étranglement et après, c'est la séparation. Maintenant, ça, c'est le deuxième niveau d'amour. En réalité, c'est une appréciation. J'aime parce que je veux. Moi, je suis surpris de voir des gens, même des humains, à la première rencontre, il regarde, il dit « je t'aime, mademoiselle ». Comment tu peux aimer quelqu'un à la première rencontre? Non, tu désires. Voilà. En fait, c'est juste, tu vois quelque chose que tu veux en l'autre, tu veux l'avoir, mais c'est pour toi. Comme quelqu'un qui dit « j'aime encore une fois la mangue ou la fraise », c'est pour la croquer, pour ses propres papilles gustatives, pour son corps, et après, il va la déposer où? Là où je ne vais pas citer, mais quel drôle d'amour. Pourtant, il aime la mangue. Normalement, si on aime réellement la mangue au vrai amour, qu'est-ce qu'on allait faire? On allait prendre la mangue, la laver, la mettre dans un bocal, la regarder. On prend soin de son intérêt, la planter, la voir donner plein d'autres mangues, prendre ses enfants, prendre soin. Ça, c'est le vrai amour. Okay. Donc, la zone d'appréciation, celui qui aime l'argent, mais en réalité, il est que dans la zone d'appréciation, il y a la notion de possession. Il veut juste le posséder pour dépenser. L'argent ne viendra pas vers ce genre de personnes. Okay. Ou quand il vient, il les quitte aussi vite qu'il est venu. Et c'est quoi le niveau suivant? Le niveau suivant, c'est la zone d'acceptation. Là, puisque dans la zone d'appréciation, il n'y a que mon intérêt qui compte. Dans la zone d'acceptation, j'accepte que mon intérêt compte, j'accepte que le tien compte. Ah, d'accord. Et là, c'est l'amour transactionnel. C'est-à-dire que l'amour est dans les deux sens. J'ai 20 000, ok, je vais me faire plaisir avec 10 000. Et qu'est-ce que l'amour aussi, l'argent aime? Parmi les intérêts de l'argent, de un, il y a le fait de rester longtemps en toi. Il y a des gens, ils ont 10 000, avant que les 10 000 ne disparaissent, ça prend du temps. Il y a un autre, il a 10 000, il sort là. 10 minutes plus tard, tu l'appelles, il n'y a rien. Lui, il est absolument dans la possession. Oui. L'argent, pour lui, c'est juste quelque chose que je possède, je fais ce que je veux. Oui. À aucun moment, il ne pense à l'intérêt de l'argent. Parmi l'intérêt de l'argent, un, il y a le fait de rester longtemps avec toi. Deux, il y a le fait de le voir se multiplier, etc., etc. Donc, celui qui aime l'argent dans la zone d'acceptation, il voit son intérêt, il regarde l'intérêt de l'argent. Ok, je me fais plaisir avec les 5 000. Les 5 000, je vais les garder au moins pour que le signal psychologique de l'argent clignote en moi le plus longtemps possible. Et je le dis dans mes cours en relation avec l'argent, faites tout pour que le signal de l'argent ne soit pas à zéro. Faites tout dans la vie, même si c'est 100 francs CFA que vous avez dans la poche. Ne laissez pas votre vie sans rien.
Oui. Parce qu'il y a le côté psychologique de l'argent qu'on n'a encore pas compris. Donc, les gens qui dépensent tout jusqu'au dernier, ils sont là, ils disent que bon, et donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils ont une relation tumultueuse avec l'argent. Okay. C'est comme quelqu'un, voilà, il est là, chaque fois, vous pouvez vous énerver, mais toi, tu fais tout pour que quand vous vous rencontrez, à la fin de la journée, il ne veut plus, tu as tout coupé avec lui. Mais pour reconstituer, et c'est comme ça que les gens font. Mais fais tout, même si c'est 100 francs ou 500 ou 50 francs, que l'argent, le signal de l'argent ne soit jamais totalement éteint à ton niveau. Donc, dans la zone d'acceptation, même une personne, quand tu es dans l'amour transactionnel avec lui, tu sais que ton intérêt compte, le sien aussi. Quand tu lui demandes quelque chose, tu vas regarder aussi, ok, lui, tu tiens compte toujours de ça. Et en ce moment, on peut peut-être considérer que l'amour existe, kind of. Oui. Parce qu'on a vu que les deux niveaux précédents, en fait, il n'y a vraiment pas d'amour, c'est que mes intérêts. Voilà. Ok. Et c'est là, et dans les coachings, ce que je fais, j'essaie d'amener les gens déjà à ce niveau. Au moins au 3e niveau. Au moins au 3e niveau. Et le niveau suivant, c'est le vrai amour. Ah oui. Le vrai amour, c'est la notion de préférence. Tu vas préférer l'intérêt de l'autre sur ton propre intérêt. Comme la mère dont je dis, qui est fatiguée, qui a sommeil, mais qui va prendre son enfant et rester toute la nuit. Son intérêt, non, l'intérêt de l'enfant, c'est le vrai amour. Tu as 10 000 dans ta poche, tu vois tes enfants, ils ont besoin de ça, tu sors les 10 000, certes, tu n'as pas aimé l'argent, mais eux, tu les as aimés. Tu sors les 10 000, tu les fais, tout, leur intérêt compte sur ton intérêt. Peut-être que tu avais besoin de carburant, mais tu dis, ok, ils adorent ça, je vais aller en taxi, je leur dépense les 10 000, je prendrai taxi. Ça, c'est un signe d'amour. Mais c'est quoi le niveau ultime? L'adoration. Ah. L'adoration, c'est la notion de prééminence. C'est quand tu mets la chose au-dessus de toute autre chose qui peut exister. Donc, celui qui adore l'argent, ses croyances ne valent pas grand-chose face à l'argent. Ses valeurs n'ont pas de poids face à l'argent. Okay. Ses liens sociaux n'ont aucun poids face à l'argent. Quand c'est l'argent, la vie humaine... Non. Si lui, c'est l'argent, il est prêt à tout. Il est au niveau de l'adoration, c'est la notion de prééminence. Et le grand problème, c'est que quand c'est comme ça, waouh, ça peut être compliqué. Donc, le conseil que je donne pour quelqu'un qui fait un business, il y a un moment où il faut être sur le plateau de l'amour, un autre moment où il faut être dans la zone transactionnelle. Il faut penser à ses propres intérêts. D'autres moments, tu peux même te permettre de descendre dans la zone de possession, mais pas longtemps. C'est-à-dire, il ne faut pas rester longtemps à un seul palier. Celui qui est dans l'amour transactionnel, c'est déjà beaucoup mieux. Lui, il va faire sa vie. Il n'est pas riche, mais il vit bien. Tu vas voir tous ses besoins, il les accomplit. Ça avance, il n'a pas l'air malheureux, mais il n'est pas riche. Tu lui demandes 10 millions maintenant, il ne l'a pas, mais il vit très bien. Mais ça va, non? Oui. Il y en a qui veulent regarder leur compte et voir toujours X millions dedans. Eux, ils ont atteint un certain niveau vis-à-vis de l'argent, probablement le niveau de l'amour, sinon même de l'adoration. Ils l'ont eu. Ce qui me plaît, moi, le seul risque, c'est que, bon, on ne sait pas si on peut descendre ou pas. Ce qui me plaît, c'est les gens qui, ils vont se dire, bon, moi, je vais être sur le plateau de l'amour pour l'attirer. Comme une femme que tu veux attirer. Si tu ne lui montres pas que tu l'aimes, je ne sais pas comment tu vas l'attirer. Donc, ils sont sur le plateau de l'amour, ils vont l'attirer. D'ailleurs, tous les hommes, c'est ce qu'ils font. Quand tu aimes, l'intérêt de l'autre compte sur les tiens. Tu mets ton carburant, tu es tout le temps chez eux. Dès qu'elle veut quelque chose, tu te prives de la chose, tu lui donnes. Ça, c'est de l'amour. Le seul point, c'est que les gens, des fois, quand la personne vient, ils descendent même de 2 paliers, même pas de 1 palier. Et donc, si on comprend ça, on peut essayer de jouer. Quand tu fais un business, des fois, tu n'as pas le choix que d'aimer l'argent. Imagine que quelqu'un te doit l'argent, beaucoup d'argent. Là, tu vas avoir une croyance selon laquelle toi, tu ne demandes pas. L'intérêt de l'argent, c'est que tu ailles demander. Si tu n'aimes pas l'argent, tu ne vas jamais demander. Mais pour ce cas, tu peux dire, bon, là, je vais faire un geste d'amour pour l'argent. Tu t'assois sur ton propre intérêt qui respectait ta croyance de ne pas demander. Donc, tu vas suivre l'intérêt de l'amour, faire taire son ego, aller suivre l'intérêt de l'amour. Là, c'est un geste d'amour vis-à-vis de l'argent. Si l'argent pouvait t'applaudir, il va dire, waouh, moi aussi je t'aime. D'accord? S'il pouvait parler. Parce que là, tu viens de faire un geste d'amour. Et l'amour, c'est des petits gestes qui s'accumulent. Personne ne peut aimer, même un être humain, même une mère avec son fils. Tu ne peux pas être sur le plateau de l'amour indéfiniment toujours. Il y aura un moment où tu vas dire, hey, tu me fatigues, laisse-moi dormir. Parce que si tu ne regardes pas tes propres intérêts, des fois, tu vas mourir. On a besoin des fois de regarder son propre intérêt. Donc, l'amour n'est pas un plateau sur lequel on peut être toujours et tout le temps. Le vrai amour.
Là, on a vu la négociation, on a vu la psychologie de l'amour, de l'argent également. Et par exemple, là, on a survolé que 3 modules. Oui. Vous en avez 13. Oui. 12, 13, n'est-ce pas? Si quelqu'un regarde cet épisode et veut vous contacter pour certains de vos modules, comment c'est possible? Il peut le faire à travers le site internet de Bixit. Donc, on va sûrement mettre voilà, www.bix-consulting, le -6.com. OK. Donc, il y a un formulaire de contact. Dès que la personne écrit un message, je le reçois personnellement. Et puis, on lui répondra. D'accord. On va finir avec une partie adressée à la jeunesse. Qu'est-ce que vous observez dans les comportements de cette jeunesse-là, dans la vie de tous les jours, qui sont nocifs? Le mindset. Le mindset, on a un mindset qui est très centré, égocentré, donc centré sur l'ego. Parce que chaque humain, ici, est-ce que vous connaissez des gens qui sont égoïstes dans votre vie? Je pense qu'à une certaine échelle, nous sommes tous égoïstes. Excellent. Mais du coup, tu as fait éviter le piège aux téléspectateurs parce que des fois, ça me plaît de voir les gens qui disent « Ah, si, je connais quelqu'un. » Eh bien, et toi? Et toi alors? Tout le monde a ce qu'on appelle ego. L'ego, c'est une entité à part dans l'âme. Dans l'âme, on ne va pas rentrer dans les détails, dans notre âme, il y a une partie qu'on appelle l'ego. À la base, l'ego n'est pas méchant. L'ego n'est pas un ennemi. L'ego, il est là juste pour centrer notre attention sur nos propres intérêts. Je vous ai dit tout à l'heure, même la mère et son bébé, à un moment, elle va dire, bon, laissez-le pleurer, parce qu'il faut qu'elle dorme. Si elle n'a pas d'ego, elle allait mourir, parce qu'elle va suivre l'intérêt des gens, elle ne va jamais même prendre le soin de dormir. Heureusement qu'il y a l'ego. C'est l'ego qui fait que de temps en temps, on regarde nos propres intérêts. Le seul problème, quand on n'a pas une bonne éducation émotionnelle, l'ego, c'est lui qui prend toute la place dans l'âme. C'est ce qui fait que même si des fois, nous avons des croyances, qu'elles soient religieuses, etc., on sait que ça, c'est pas bon. Mais notre ego, tant qu'il y a notre intérêt, il va nous pousser à le faire. Et le problème que j'ai observé dans la jeunesse, nous n'avons pas cette éducation émotionnelle. L'ego a pris la part importante de notre âme. Ce qui fait qu'il a impacté négativement. Lui, encore une fois, il n'est pas méchant. Seulement, le résultat peut être négatif. Donc, on suit beaucoup, on va dire, l'ego dans ce qu'on fait. Qui dit suivre l'ego, dire chacun individuellement ne regarde que ses intérêts. Et ça, c'est devenu un problème, je ne vais pas dire national, mais global. Chacun ne regarde que ses intérêts. On a perdu la notion de l'intérêt collectif. Donc, c'est difficile, par exemple, pour des jeunes aujourd'hui, en l'occurrence nigériens, de les voir s'associer et de monter quelque chose qui va devenir très grand. Le collectif, on n'est pas à l'aise, mais l'individuel, on adore. Donc ça, c'est vraiment, s'il y a un conseil, c'est de développer l'intelligence émotionnelle. Ça peut aider à ouvrir énormément de portes pour la jeunesse. Alors, quelles valeurs est-ce que, au cours de votre parcours, vous avez développées qui vous ont aidé à être à votre niveau actuel? Est-ce le hard work? Est-ce la lecture? Est-ce, je ne sais pas, votre niveau d'aise d'un point de vue spirituel que vous aimeriez voir au niveau de cette jeunesse-là? Waouh, là, c'est un mélange des trois. C'est un mélange des trois. Le hard work, je pense que, par la grâce de Dieu, ça a toujours été depuis l'école primaire. Oui. Toujours l'envie d'être... excellent. Oui, toujours. Donc ça a aidé beaucoup. Ensuite, la lecture. Je me rappelle, c'était le lycée qui m'a donné goût à la lecture avec les épreuves d'anticipé. Je ne sais pas si maintenant ça existe. Anticipé. OK. Ah, ça vous dit rien? Si. Ah. Est-ce que c'est le fait de... Pas anticipation. Ça s'appelle anticiper. C'est des épreuves de français où on va... Non, on n'a plus ça. Vous avez le bac en quelle année? Moi, en 18. Hein? 2018. 2018. Ah, ok. Donc, il y a plein de trucs qu'on a... Ça a déjà changé. Wow. Anticiper, c'est qu'on fait les épreuves de bac de français quand on est en première. Anticiper le bac? Juste quand l'épreuve s'appelle anticiper, mais c'est que pour le français. Comme le système français. Voilà, peut-être. Donc, en tout cas, nous, quand on était au lycée, c'était comme ça, jusqu'aux années 2000. Et là, ça m'a donné envie de lecture, etc. Ça m'a beaucoup aidé.
Mais sinon, dès le collège, le fait de comprendre un peu mieux certains termes en français, ça m'a toujours plu de lire un livre, de voir un mot que je ne connais pas, d'aller chercher. Vous lisez beaucoup? Au collège, mais que des livres, par exemple, des livres de grammaire, d'orthographe, pas de littérature. Ah, d'accord. C'était en première que surtout littérature. Maintenant, ce qui a explosé la lecture, c'est quand j'ai commencé cette activité. Oui, quand j'ai créé les cabinets. Après, je me suis dit, bon, d'accord, je vais créer des concepts à moi, mais il faut que je vois qu'est-ce que les autres font pour que je fasse différemment et mieux. D'accord. Et c'est Donc, là en fait, où... vous lisez de manière intelligente. Voilà, c'est ça. Et du coup, est-ce que vous avez des livres à recommander à ceux qui regardent cet épisode-là? Oui, oui. L'un des livres que je peux vous recommander, le premier qui me vient en tête, c'était Le pouvoir du subconscient de Joseph Murphy. OK. Docteur Joseph Murphy. C'est un livre qui m'a beaucoup inspiré, Le pouvoir du subconscient. Il y a aussi un autre qui m'a énormément plu, de Simon Sinek, qui s'appelle Commencer par pourquoi. Start with why, yes. Voilà. Obviously. Start with why. Commencer par pourquoi. Ça m'a beaucoup inspiré. Il y a aussi le livre de Stephen Covey sur la confiance. J'ai même un module sur la confiance en soi et l'estime de soi, avec même un test sur mon site internet qui te permet de voir ton niveau de confiance en soi et d'estime de soi. Wow. Donc voilà quelques livres qui sont très intéressants. Il y en a plein d'autres en développement personnel. Mais il ne faut pas aussi oublier que vous êtes écrivain. Oui, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le chantier de la vie et plein d'autres qui sont en rédaction. Le chantier de la vie, j'ai fait le parallèle entre comment construire une belle maison qui vous plaît et comment construire sa vie. Il y a un sacré parallèle entre les deux. Ce que je dis, c'est que personne ne construit sa maison en posant directement les briques sur le sol. Il faut faire une fondation. Pourtant, la plupart des gens mènent leur vie sans l'équivalent de la fondation pour la maison. OK. Oui. Donc, le livre, en réalité, il nous accompagne depuis la fondation jusqu'à la construction de la grande maison. Exactement. Wow. Donc, du coup, le livre, il est disponible? Actuellement, non. J'ai suspendu l'édition. Il est édité aux éditions Baudelaire en France. OK. Après 2 ans d'édition, j'ai décidé de faire une deuxième version. Maintenant, avec toutes mes activités, la deuxième version, je n'ai pas pu la finaliser. Donc, je suis en train de l'améliorer. Parce qu'entre-temps, en 2 ans, on apprend beaucoup de choses. Et donc, je voulais maintenant ajouter certains éléments dedans. Du coup, qu'est-ce qu'il y a dans le livre-là pour ceux qui veulent le lire? D'abord, comme pour la maison, dans un premier temps, quand tu veux construire ta maison, tu as besoin d'un terrain. Et le terrain, je pense que tu ne vas pas dans n'importe quel quartier. C'est pareil pour la vie. Tu vas trouver dans le livre que j'explique que le quartier dans lequel tu construis, ça va correspondre plus ou moins aux personnes qui t'entourent. Donc, on dit que nous sommes tous une moyenne de 6 personnes, 5 ou 6 personnes qui nous côtoient. Donc, si tu choisis un bon terrain, c'est-à-dire tu as un bon entourage, après, il te faut un beau plan. Il faut un plan. Il n'y a personne qui commence à directement creuser et mettre les briques. Il faut un plan que tu vas faire et refaire jusqu'à ce que tu trouves le plan qui te convient. Et le plan, il est fait par un architecte. Et c'est qui l'architecte de notre vie? Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, j'étais sûr que les gens vont dire ça. Ah oui? Dieu, il est au-dessus de tout ça. Mais il a donné un architecte en toi. Il a donné à chacun un architecte. L'intuition? Non. L'instinct? Tout ça, ça peut participer. Le subconscient. C'est l'architecte de ta vie. Okay. Tout à l'heure, je vous disais que toutes les pensées, les réflexions, tout est dans notre âme. Et dans l'âme, tu as la partie conscient et la partie subconscient et à l'inconscient. Voilà. Donc, dans le subconscient, c'est là où toute ta vie, c'est le disque dur de ta vie, le subconscient. Tout est là. Donc, quelqu'un qui pense tout le temps à des maisons juste de chambre-salon, c'est comme s'il commande à son architecte, il lance une commande de chambre-salon. Okay. Celui qui, dès qu'il voit, moi, c'est 2 ou 3 niveaux avec ceci, avec cela, c'est comme s'il pousse l'architecte à lui proposer un plan comme ça. À force de penser par la loi d'attraction, je vous garantis un jour, Inch'Allah, il peut le réaliser. Donc, il y a le subconscient.
Une maison, quand l'architecte fait le plan, il faut un maçon. Mhm. C'est qui le maçon de notre vie? C'est nous. Quoi à nous? Lui, il est juste là, on lui donne le plan, il conscient. réalise. Le conscient, c'est le fameux superviseur qui va regarder. Le maçon, je l'attribue dans le livre au cerveau, avec ses 80 à 100 milliards d'ouvriers qui sont les neurones. Donc, si tu as des pensées négatives, ton cerveau, il construit la vie, ta vie en fonction de ça. Le cerveau, c'est une machine. Le conscient n'est pas dans le cerveau. J'entends beaucoup qui disent le conscient, c'est dans le thalamus, le subconscient, l'hypothalamus. Non. Ces parties du cerveau communiquent avec le conscient, le subconscient qui est dans l'âme. Oui. Le cerveau, si tu penses à quelque chose de négatif, tout de suite, il te produit des substances négatives. Il ne sait pas si c'est bon ou pas. Il n'a pas de conscience, c'est une machine. Là, si tu as une épreuve demain et tu penses que ça va mal se passer, mais lui, tout de suite, il va réagir. Mhm. Quand on a peur ou on est stressé, il y a 3 systèmes nerveux qui s'enclenchent dans le corps. Le système nerveux autonome parce qu'il est autonome, et il a les 2 parties, la partie sympathique et la partie parasympathique. Il y a le système nerveux neuro-endocrinien qui, lui, il va générer les hormones, et le système nerveux volontaire qui gère les muscles volontaires, donc, etc., pour qu'on se batte ou qu'on fuit. Que la raison soit vraie ou fausse, ces 3 s'enclenchent automatiquement. Tu marches, tu vois un tuyau d'arrosage, il s'en fout que c'est un serpent ou c'est juste un tuyau. Si dans ta pensée, tu penses que c'est un tuyau, la pensée, elle est où, je disais? Interne. Dans la l'âme. Dès lors que l'information vient que c'est un serpent, le cerveau s'en fout. Il va court-circuiter le cortex préfrontal pour que tu réfléchisses même pas. Les 3 systèmes nerveux vont s'enclencher. Tu vas avoir une dose d'adrénaline, de cortisol énorme. Tu peux sauter un mur de 10 mètres. En temps normal, tu ne pourras pas. Il y a tellement d'énergie, tu fais des choses extraordinaires. Donc, le maçon, c'est le cerveau. C'est-à-dire, si tu lui présentes un plan de taudis, ta vie aura une vie de taudis. Si tu présentes un plan extraordinaire, le cerveau, il est là pour toi. Okay. Etc., etc. Donc, voilà un peu, je parle aussi des rêves dans le livre parce que le plan là que l'architecte fait correspond au rêve que tu nourris. Donc, c'est là où j'explique que quand on a un rêve, il faut éviter de le saboter soi-même. Des fois, dans ton rêve, pour que tu puisses le réaliser, il ne faut jamais regarder, en fait, c'est pas il ne faut jamais regarder, il ne faut pas te laisser emprisonner par ta situation d'aujourd'hui. Comment ça? Par exemple, il y a des gens, ils ont un grand rêve, mais quand ils regardent leur vie, malheureusement, ils peuvent finir par se dire « Non, mais ça, ce n'est pas pour moi. » Et là, c'est mort. Quand tu as un rêve, même si tous les éléments d'aujourd'hui prouvent que... Même quand c'est défavorable, en fait. Ah oui, tu t'en fous. Ah oui, il faut foncer. Donc, voilà un peu comment on construit le chantier de sa vie. Vous avez une date approximative de sortie du livre? Ah là, je ne vais pas me mettre la corde au cou. Parce que si je le dis, il faudra que je... le one thing que je me suis donné cette année, c'était de le finir avant la fin de cette année-là. Okay. La deuxième version. En tout cas, quand ce sera disponible, je pense qu'on va informer l'audience de la sortie. Et donc, toutes les personnes qui sont intéressées pourront aller le commander. Avec plaisir. Merci beaucoup, docteur. Avec plaisir. Merci pour, en tout cas, cet échange très riche. Merci pour les leçons à plusieurs niveaux. Et donc, pour toute personne qui est intéressée par les différents modules qu'offre le cabinet Bix Consulting, on va encore mettre le lien ici pour que vous puissiez le contacter. Merci beaucoup, Amir. C'était un plaisir. Le plaisir est le mien, franchement. Merci bien.